les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un Hacking dans tes films préf, où on reçoit un invité qui nous présenter ses 3 films d'arts martiaux préférés, et en même temps on va pouvoir discuter avec l'invité, savoir ce qu'il fait, ses nouveautés, ses projets, et en attendant, Seb est avec moi. Comment vas-tu mon cher Seb? Et salut Jazz, salut les auditeurs, écoute, très content d'être là. Écoute, on va perdre de temps, on va tout de suite aller voir notre invité et puis échanger. Oui. Je sens que ça va être un échange passionnant. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on reçoit un super invité. On reçoit Alex de Robotofilm. Donc, Robotofilm, maison d'édition spécialisée dans le cinéma asiatique et principalement japonais. Comment vas-tu? Bonjour à tous les deux, bonjour aux auditeurs. Ça va très bien, merci. Je suis content d'être là, pouvoir parler un peu de film avec vous. Donc, en ce lundi matin, donc on commence bien la semaine, c'est super. Ouais, entre passionnés, ça devrait bien se passer, je pense. Eh bien, écoute, on va commencer par la première question. Présente-toi. Alors moi c'est Alexandre, j'ai 48 ans, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec le cinéma, donc voilà, je ne viens pas d'une boîte de cinéma ou de l'exploitation, etc. Pas du tout, moi j'étais plutôt dans l'informatique, ce genre de choses. Maintenant voilà, moi c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, j'ai toujours rêvé de travailler dans l'édition. Au départ je voulais travailler dans l'édition musicale quand j'avais fini mes études, pile au moment où est arrivé un truc qui s'appelle le MP3, qui a flingué voilà, toute l'industrie musicale, et puis c'était plutôt des licenciements plutôt que des recrutements, donc c'était pas le bon moment. Et du coup, voilà, le fait d'être aussi en province à l'époque, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de télétravail, des trucs comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai mis de côté pendant un petit moment, et voilà. Donc là, il y a 2 ans, j'ai sauté dans le grand bain, donc en créant Roboto il y a 2 ans. Donc après, voilà, des décennies à creuser les films, le genre de films que j'aimais, etc. Et puis voilà, que je vous disais, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et puis voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est faisable, et donc voilà, je me suis lancé, quoi. Ouais, ça Ok, c'est cool. Ça, on se rend compte que on a toujours l'impression que le DVD va un jour ou le Blu-ray va disparaître, et puis on se rend compte que il est pas si mal que ça en fait finalement, parce qu'on on se reconcentre sur des choses assez niches, mais c'est de la, tu sais, c'est un peu comme on parle de l'agriculture raisonnée plutôt que de faire de la, tu sais, de faire de la surconsommation. Là, on se concentre vraiment sur l'essentiel, et on fait des belles choses. Et puis voilà, c'est limité. Si tu prends, c'est bien. Tu prends pas, il y en a plus, tant pis. Mais voilà, mais au moins c'est bien, et ça permet au moins de revenir sur des choses assez cool. Donc ça, c'est chouette pour le coup. Ouais. Ouais, là où c'est compliqué. Pardon, vas-y. Non, ouais. Moi, je disais juste que le DVD revient un peu à la mode. Pourquoi? Parce que au final, il y a eu les plateformes qui sont arrivées, Netflix, Amazon et tout ça. Et en fait, les films arrivent et disparaissent. Et au final, parfois, on se dit, ah mince, j'aimerais bien avoir ce film-là en DVD. Et donc, en fait, le marché du DVD revient petit à petit. Alors, moins qu'à l'époque, mais pour le coup, les DVD sont toujours en vente, hein. Oui, et puis comme tu le dis, sur ces plateformes, on arrive un peu au bout du modèle, quoi. C'est que moi j'ai eu plein de fois l'occasion, voilà, je me dis, allez, je sais pas, au pif, j'ai envie de voir Vampire de John Carpenter. Allez, Netflix, ils l'ont pas. Amazon Prime, non plus. Disney+, non plus. Attends, qui l'a? Enfin, et en fait, tu te rends compte que personne ne l'a. Alors, je dis cet exemple-là, peut-être qu'il est sur une des plateformes, mais ça m'est arrivé plein de fois où au final, tu vas aller chercher ton Blu-ray dans ta vidéothèque, parce que voilà, et sur plein de créneaux, parce que faut le dire aussi, c'est que ces plateformes ne proposent quasiment que, alors je parle vraiment des plateformes, les grosses plateformes, tu n'as quasiment rien qui est avant les années 80. Ouais. Tu veux voir un film des années 60-70, qu'il soit japonais, brésilien ou ce que tu veux,
y a quasiment rien. Canal un peu, mais dans les gros, c'est à peu près tout, quoi. Et du coup, bah oui, les gens se ruent encore sur les Blu-ray, les DVD, tant mieux, quoi. Ah bah carrément, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est vrai que à la limite, il y a que Canal qui peut proposer parfois, parce que MyCanal, c'est une grosse plateforme qui regroupe Paramount+ et tout ça, donc c'est vrai que, on peut retrouver certains films. Mais l'exemple type que tu me donnes de Vampire de John Carpenter, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, où je cherchais un peu partout et j'ai dû, Pareil. repiocher dans ma collection DVD pour le visionner, quoi. Ouais. Ah, on en revient toujours là, hein. Alors Ah ouais, après, tu as quand même quelques plateformes qui sont alors pas des petites plateformes et qui sont pas non plus dans le trio de tête, mais tu as des choses comme Univers Ciné, Filmo TV, Outbuster, ouais. voilà, qui eux vont aller chercher justement des choses un petit peu plus pointues et ça c'est intéressant. Mais par Shadow contre, Z oui, aussi récemment effectivement. pour le cinéma de genre. Ouais. Ouais, il y a des choses et puis même tu vois sur sur le cinéma fantastique, Insomnia, Shadows, tu as des choses comme ça, il y a pas mal de choses qui bougent. Donc et par contre sur le cinéma asiatique, c'est beaucoup plus compliqué et c'est même impossible parce que une plateforme de VOD doit proposer 60% de contenu européen. Oui. Donc si tu veux faire des arts martiaux par exemple, c'est un peu compliqué. Alors évidemment, il y a des films arts martiaux en Europe, mais C'était notre faire une bourré de secret plateforme. pour te dire, en fait, c'est un running gag maintenant. Bon, après, il existe des alternatives anglaises, je crois, ou américaines, ou avec un VPN, je pense que tu peux réussir à la regarder. Mais vraiment une alternative française sur le cinéma d'arts martiaux. Et si tu étends ça derrière au cinéma asiatique, il y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a rien, en fait. Donc, Ouais. et c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait matière à faire. Je pense que ça serait autant viable que Shadows ou Insomnia qui existent par chez nous. Mais bon, après, je pense qu'il y a une histoire de la gestion des droits aussi qui ne doit pas être simple. On en parlera justement avec justement comment tu fonctionnes et comment tu t'y prends, parce que ça ne doit pas être évident de parler avec les interlocuteurs asiatiques de manière très large. Mais oui, c'est vrai que ça serait sympa d'avoir ça, parce après, on n'est pas là pour faire la guerre aux plateformes, parce qu'on est les premiers à les consommer. Ça reste pratique. Mais c'est vrai que si tu cherches des fois un truc bien précis, tu as quand même plus de chances de ne pas l'avoir que de l'avoir, quoi. Mais bon. Ouais. Alors, C'est on comme ça. voit dans ton catalogue que c'est principalement spécialisé Japon. C'est plus facile. Alors, est-ce que c'était un choix pour débuter, ou est-ce que c'est plus facile d'acquérir des films japonais que des films HK? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Alors déjà, je suis vraiment un gros passionné de cinéma japonais. J'aime beaucoup le cinéma de HK, de Corée du Sud, de Thaïlande, tout ce qu'on peut trouver en Asie du Sud-Est. Maintenant, j'ai une expertise, je pense, plus pointue sur le cinéma japonais que sur les autres pays d'Asie du Sud-Est. Ce qui m'empêchera pas à un moment d'aller vers ces pays-là à un moment donné. Mais pour l'instant, je reste focus sur le Japon, parce que c'est quelque chose que je maîtrise mieux. Alors oui, c'est entre guillemets plus pratique. Alors oui et non, parce qu'en fait, le cinéma japonais a une particularité, c'est que 80-90% de la production, alors je te parle de films avant 2000, 80-90% de la production vient de 5 studios japonais. Donc Toei, Toho, Shochiku, Nikatsu, voilà, c'est les grands studios qu'on peut retrouver. T'en as encore quelques-uns derrière, Pony Canyon, des choses comme ça, mais vraiment le plus gros est entre les mains de 4-5 sociétés. Donc une fois que tu as accès à ces sociétés, tu as accès à un catalogue qui est énorme, et quelque part, une fois que tu as noué une certaine confiance avec eux, après, c'est plutôt facile. Par contre, pour y rentrer, faut montrer pas de blanche. Moi, si tu veux, moi, si tu veux, quand encore tu arrives et que tu te dis, avant j'ai travaillé chez Canal, ou j'ai travaillé, j'étais exploitant de salle, ou voilà, je connais un peu, je travaille au CNC, j'en sais rien. Ça facilite l'introduction avec ces gens-là. Quand tu arrives, tu te dis, écoutez, moi je suis juste un passionné. Les mecs ils te regardent, genre mais c'est quoi ce gus? Et en fait, le premier réflexe qu'ils ont, et que je comprends tout à fait, c'est attention, on risque de se lancer dans un truc et le gars il va capoter au bout de 6 mois, et puis on lui aura vendu un film, et puis qu'est-ce qu'on va en faire du film? Enfin, ça va être. Donc je peux comprendre que ce soit un peu qu'ils soient un peu frileux. Donc quelque part oui, c'est assez facile, parce que une fois que tu es rentré dedans, tu as accès à
90% du catalogue de patrimoine japonais, facilement. Là, au côté HK, tu as des coproductions avec 3-4 personnes, 3-4 sociétés différentes. Certaines ont été rachetées 4 fois. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, même si certaines sociétés sont toujours là, la Milky Way, des choses comme ça sont toujours là. Donc là, du coup, c'est entre guillemets facile. Mais alors, je sais pas, parce que j'entends autour de moi, c'est que parfois, quand tu cherches un film, tu as 4-5 personnes à mettre autour d'une table pour se mettre d'accord. Et là, c'est complexe, quoi. Est-ce qu'on est d'accord que dans la relation de confiance que tu peux avoir avec les éditeurs japonais, je t'entendais parler dans une interview que tu avais aussi une affinité avec le monde du manga, que j'ai aussi accessoirement parce que j'ai un podcast manga à côté en fait de High Kick. Est-ce qu'on est d'accord que dans la relation de confiance et dans la gestion, est-ce que c'est un peu similaire à l'acquisition de droits de manga? Je sais pas trop comment ça fonctionne sur le Je sais pas, ouais. pour tout dire. Non, je connais pas trop ce qui se passe en arrière-boutique. Maintenant, voilà, c'est pas un scoop, mais la façon de travailler des Japonais est très carrée. Quand tu t'es mis d'accord sur quelque chose, sur un contrat, et puis que tu veux un petit peu, est-ce que je pourrais avoir quelques photos de plus pour c'est pas dans le contrat, donc faut raquer, quoi. Donc il y a toujours ce truc-là qui est là, et voilà, une fois qu'on le sait et qu'on s'y est préparé, etc., ça fonctionne bien. Donc non, moi avec les Japonais, ça se passe très très bien. Moi, je vous dis, c'était vraiment les convaincre au début que je savais où j'allais, que j'avais un business plan, que j'avais tout préparé, que c'était carré, et puis que je partais pas n'importe où, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? On est d'accord que, parce que toi, je fais toujours le parallèle avec les mangas, parce que c'est facile de faire ce parallèle-là. Tu sais, souvent, on parle des ayants droit qui ont une espèce de contrôle fric sur les éditions manga papier qu'on peut avoir en France. Est-ce que toi, au niveau de l'édition de tes films, qui est franchement, on va dire, très jolie, moi, j'aime beaucoup la DA que tu peux avoir sur tes films, est-ce que tu es assez libre là-dessus, ou est-ce que c'est très contrôlé par les Japonais? Bon, je me doute bien qu'il y a une validation des Japonais, mais comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, il y a une validation. Souvent, ça passe rarement. C'est déjà arrivé que ça passe du premier coup, qu'il n'y a rien à redire. Donc voilà, donc ça se passe bien. Et parfois, oui, ça peut être un petit peu, des fois, des trucs un peu, t'es un peu surpris, quoi. Moi, tu vois, par exemple, le coffret Kaidan, donc le coffret de film de fantômes japonais, super design de Tony Stella. Enfin, le truc, il est juste magnifique. Tu bosses aussi avec Tony Stella? Ah oui, c'est lui qui a fait ouais. J'ai l'impression que tout le monde bosse avec lui. Mais il est tellement doué, c'est normal. Tes copains de chez Chat qui fume long, tes Spectrum, je crois que bossent aussi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Aussi, ouais, Carlotta, on est d'accord, il est anglais, c'est ça? Alors, il vit en Allemagne. Je sais pas de quelle nationalité il est exactement, mais en tout cas, son bureau. Je dis anglais parce qu'il parle anglais sur ses CRS, mais autant pour moi. Okay, ouais. Son bureau est en Allemagne, en tout cas à Berlin, je crois. Et donc, je reçois ce design de Toy Stella. Moi, je suis tombé de ma chaise. Mais c'est encore au-delà de ce que j'espérais, quoi. Et j'envoie tout. Ah ouais, j'étais super content. Et j'envoie ça à Kadokawa en me disant, ils vont être comme des fous, quoi. Et puis, la nana me répond, elle fait, écoutez, j'en ai parlé à mon boss. Elle dit, le problème, c'est qu'elle dit, vous voyez donc la femme des neiges qui est le personnage principal d'un des 3 films. On voit la femme de Botandoro et on voit celle du fantôme de Yotsuya. Elle dit, du coup, on a l'impression que c'est une trilogie et pas 3 films différents. Donc, nous, ça nous convient pas. Et là, je dis, attendez, c'est une peinture, le truc, moi, je peux pas le faire changer, quoi. Et du coup, j'ai sorti les rames, j'ai dû insister et j'aurais fait comprendre que non, là, on pourrait pas faire marche arrière là-dessus. Et puis, j'ai expliqué, et puis j'aurais dit, du coup, j'ai un petit peu balancé les copains de Jokers en disant, attendez, Tony Stella, il a fait quelque chose sur le coffret d'Izumi, on voit Zatoichi, on voit des personnages de plusieurs... Et c'est passé, donc pourquoi moi ça passe pas? Je comprends pas, quoi. Et puis bon, au bout d'un moment, elle a dit, on a compris que pour vous que c'était important, machin, etc. Donc ok, ça ira, quoi. Mais moi, je dis, comment vous voulez que j'explique qu'il y ait 3 films? Donc du coup, il faudrait 3 jaquettes différentes. C'est juste pas possible. Donc voilà, il y a des moments comme ça où tu es un peu surpris. Mais c'est vraiment à la marge. Ils sont plutôt arrangeants. Alors, je sais de ce que j'ai entendu côté Spectrum, que par exemple, quand tu es sur une licence comme Godzilla, là, par contre, c'est ceinture bretelle. Là, ils vérifient tout, jusqu'au menu du DVD, la totale, quoi. Moi, les menus, ils regardent pas.
Mais en éditant Gamera, est-ce qu'ils n'ont pas été aussi casse-pieds du coup? Parce que c'est un Non, peu... non. Ah ouais, Gamera, d'accord. tout est passé. Alors en plus, tu vois, Gamera, comme la couverture du coffret, donc le premier coffret qui était sorti, c'est un dessinateur de comics qui a fait ce design-là. Et je me suis dit, le côté américain comics, est-ce que ça a peut-être... Et, rien du tout, tout est passé du premier coup. Et j'ai eu aucun retour sur Gamera, sur des retouches quelconques. Tout est passé du premier coup, ouais. Donc non, bizarrement, ouais. Et après, Godzilla, c'est une autre échelle quand même que Gamera. Ouais, oui, c'est la vache à lait. Hein. Ouais. Et puis, je sais pas si vous savez, mais côté Toho, ils ont un département Godzilla. Oui, ça j'en ai entendu parler, ouais. Il fait que ça, il y a un Godzilla Director, voilà quoi. Donc là, le commercial de la Toho, sa carte de visite, c'est un Godzilla quoi. Je vais name dropper parce que c'est comme ça que j'apprends des choses. Le Godzilla Final Podcast que tu dois peut-être connaître, qui est tenu par Martin Gamara et Stéphane Boulet, qui reviennent sur l'ensemble de la carrière de Godzilla et qui font un côté très historique. D'ailleurs, je pense qu'ils parlent de toi aussi à un moment donné dans l'émission parce que ils ont fait un petit segment consacré à Gamera. Et il faut savoir que Martin, son pseudo, ça a longtemps, enfin c'est toujours d'ailleurs, je crois, Martin Gamera, parce qu'il est fan de la tortue. Donc, je pense que ça a été certainement aussi un acheteur de ton coffret quand tu l'as sorti. Et c'est comme ça qu'on a appris plein de choses. Et c'est pour ça que je me permets de les name dropper ici, parce que clairement, voilà, on apprend plein de choses. Et ils ont aussi parlé de toi dans leur podcast. Donc, voilà, comme ça, on boucle la boucle. Avant de passer à, comment dire, par exemple à la Toei, aussi, parce que c'est un segment qui m'intéresse énormément, étant fan de Super Sentai de Toku. Moi, je voulais parler sur tes éditions DVD. Il y a un truc que je trouve vachement bien, c'est tes tranches. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars d'un genre à un autre, c'est une tranche différente, colorée, enfin au niveau de la colorimétrie est différent. Est-ce que c'était un choix de ta part? Tu t'es dit, bah voilà, les films de Yakuza, ça sera cette couleur-là. Les films de Kaidan, ça sera cette couleur-là. C'est vraiment un choix. Ouais, il y avait vraiment moi je voulais soigner le plus possible le côté éditorial de Roboto et de segmenter entre guillemets les genres. Donc il y a des choses qui sont un petit peu hors classification dans des choses qui arrivent assez vite d'ailleurs. Mais voilà, oui, c'était vraiment important d'avoir. Donc là aujourd'hui on a la collection classique, Gangster. Alors j'avais pas appelé ça Yakuza exprès parce que par exemple Violent Panic, The Big Crash, ce ne sont pas des Yakuza. Des braqueurs de banque, donc ça rentre plutôt dans les gangsters, c'est un peu plus large que Yakuza. Il y a le côté Tokusatsu, il y a le Kaidan, et puis il y a d'autres choses qui arrivent, donc là il va y avoir une collection, alors j'hésite encore à l'appeler Action, qui sera un petit peu plus péchu dans l'action. Qui est annoncé dans tes précommandes là ou qui n'est pas encore annoncé? Pas encore, ce sera la vague d'après. Mais là, vous me disiez que l'émission sera publiée en septembre, donc je peux en parler. Donc là, il y a Roaring Fire qui arrive, Le Feu de la Vengeance en français, qui était sorti en 82 avec Hiroyuki Sanada, Sonichiba. Là, tu me chauffes. Ouais, tu me chauffes là. Alors, je fais juste une petite parenthèse ici parce que ça permettra de mettre un peu de l'eau à notre moulin aussi. Avec Jazz, bon, on explore tout le cinéma d'arts martiaux vraiment très large. Et pour l'instant, on va se le dire, notre grosse faiblesse, c'est le cinéma japonais. Moi, je suis rentré dans le cinéma japonais essentiellement avec le film de genre horrifique, avec les rings, voilà, tout le cinéma d'Hideo Nakata, si je dis pas de bêtises. Et j'ai envie de découvrir d'autres choses. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai commandé les 2 films chez toi pour pouvoir découvrir d'autres choses. Et je suis tombé amoureux du côté très magnétique de Sonichiba, mais aussi de la jeune carrière d'Hiroyuki Sanada que j'aime énormément. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais la boucle. On a écoute, justement, par ce que tu proposes, on a hâte aussi de pouvoir découvrir un petit peu le cinéma japonais, parce que moi, je suis vraiment, je suis pas, on a de grosses lacunes. Clairement, encore. Ouais, puis là, en film d'action, il y a de quoi faire, hein, avec toute la jack, tout ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est gigantesque. Et donc là, oui, on démarre du coup avec le Feu de la Vengeance. Donc avec Hiroyuki Sanada qui a le rôle principal, Sonichiba qui a un rôle un petit peu plus. Et sa castagne. Ah oui, oui, sa castagne. Ah ouais, tu nous intéresses là. Beaucoup, oui. C'est vraiment un film d'action là pour le coup. On est dans de la pure jack. On se posait la question en off, quel était peut-être le film le plus martial? C'est peut-être celui-là, du coup?
Dans ce qui va arriver, oui, c'est clairement celui-là, c'est le plus. Après, je réfléchis à ce qui va arriver plus tard, mais je pense. On le dit pour les auditeurs pendant que tu es en train de réfléchir, parce qu'on était en train de réfléchir, on se posait la question off de par quel film commencer. Dans la timeline aujourd'hui, quand vous voyez cet épisode-là, logiquement, on est au mois de septembre. Peut-être que le film qu'on aura choisi avant sera peut-être celui-là. Voilà, faudra peut-être se le dire, mais parce que pour le coup, là, tu vois, Hiroyuki Sanada, Sonichiba, pour moi, c'est une affiche qui me fait rêver. Hein. Enfin, clairement, pour avoir vu les deux gaziers combattre. Parce que moi, mon premier Sonichiba, pour être transparent avec toi, et j'arrête pas de le recommander à Jazz pour qu'il le regarde, c'est Shaolin Karaté. J'adore ce film. Ah oui. Enfin, Oui. Je l'ai récupéré dans l'édition HK Vidéo. Oui. Et c'est, je trouve, là où il est autant, tu vois, j'ai aussi le coffret de Shaki Fume de. Non, je ne les ai pas encore lancé. J'ai vu les Street Fighter. J'ai vu le premier, mais c'est vrai que dans le premier, je trouve qu'il il a tout le côté des fois que je trouve un petit peu où il faut être habitué à ça, c'est le côté très surjeu de l'acteur japonais. Et dans le premier Street Fighter, il est beaucoup en surjeu quand même. Il est over the top, ouais. Il est over the top, on peut le dire. Ouais. Et dans Shaolin Karaté, il est beaucoup plus en retenue. Il y a un côté dramatique parce que c'est aussi un biopic. Et je trouve qu'il est ultra touchant dans ce film. Et puis les scènes de combat elles sont ma boule. Il est bon. Pas à moitié, quoi. Non. Et pour le coup, je pense qu'il tape vraiment. C'est ça. Et puis il a une physicalité, je trouve, qui est assez impressionnante. Et non, franchement, c'est assez bluffant. J'aime beaucoup cet acteur. Je le découvre, encore une fois. Il y a un autre film avec Saichiba où là, il aura le rôle principal, mais ce sera plutôt vers janvier. Donc là, je peux pas trop en parler, mais il y a autre chose qui arrive avec Saichiba aussi. D'accord, trop cool. Bon. Alors là, tu m'as hypé. Voilà. Vas-y, Seb, tu voulais dire un truc peut-être Non, je voulais. En fait, on parle depuis tout à l'heure de tes DVD et je me dis que de tes Blu-ray, donc ça peut être pas mal de présenter. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter, mais comme ça, parce qu'on a plein de petites questions qui se rattachent à chaque fois aux différentes éditions. Moi, j'en ai une notamment sur Shogun Samurai. Donc, je sais pas si Jess, tu as autre chose à évoquer. Si tu veux parler d'autre chose éventuellement, Alex. Non, parce que j'allais passer après sur la Toei, mais en montrant le site, donc c'est parfait. Comme ça, on va faire plus simple. Ça nous évitera un peu de montage, tu vois. Donc, on va partager l'écran. Hop, partage de l'écran et on va aller directement sur. J'ai mis tous nos produits comme ça. Tu nous dis par contre si il y a des choses qui sont épuisées, qui apparaissent plus. C'est écrit dessus. Tu as un petit logo. Un petit logo. Donc, on a l'intégralité de ta collection qui est là. Donc, le premier que tu as édité, on est d'accord, c'est Shogun Samurai. Avec Valiant Panic The Pre-Crash. Les deux sont sortis en même temps. Ok, donc c'est les deux que moi je vais recevoir bientôt, pour info. C'est ça. je le dis aux auditeurs. Alors, ma première question sur Shogun Samurai, on va ouvrir la page comme ça, les gens peuvent voir aussi le site internet que je trouve qui est épuré, qui est simple et qui fonctionne bien. On peut pas se loguer sur ton site par contre, j'ai regardé. On peut pas. Mais oui, il n'y a pas de gestion de compte, tout fonctionne par email. Voilà. C'est plus simple, on retrouve facilement dans les mails. Shogun Samurai, on est d'accord que c'est ce film-là qui existait dans la trilogie Shogun qui était sortie à l'époque chez HK Vidéo. Absolument. D'accord. C'est bien ça. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as prévu d'éditer les deux autres? C'est la question que je me posais. Pas dans l'immédiat, non. D'accord. Ils sont non, là, j'ai mon parce que je les ai pas vus. Mais sans aucun problème. Au contraire, là où tu auras plutôt une relation avec un autre film, c'est plutôt avec Samurai Reincarnation qui va sortir en juillet, où tu as Sonichiba qui rejoue le même rôle, mais dans un film alors qui est complètement différent. Tu peux faire des liens, mais pour le coup, là où Shogun Samurai essaye d'être un peu historique, même si la fin est complètement, c'est un peu à la Tarantino, hein, ça vole complètement en éclat. Il y a la réalité historique, on s'en fout complètement, on fait n'importe quoi, mais dans l'ensemble, ça reste quand même assez réaliste. Là où Samurai Reincarnation, là, c'est vraiment du pur film fantastique, complètement. Je me demandais s'il avait une connexion, si c'était pas l'autre nom d'un des films, d'un des 3 films qui étaient dans la trilogie. Non. Il y avait un lien, donc voilà. Alors, il était aussi sorti chez HK, Samurai Reincarnation, dans un duo, un bundle avec Ninja Wars, si je dis pas de bêtises, qui était un duo de Saichiba, qui était hors de prix parce qu'il avait été. Qui est toujours hors de prix, je te rassure. Parce que là, pour donner une idée, le coffret trilogie Saichiba il touche pas à moins de 90 €. D'accord. On trouve des offres à 100 €. Tu vois, c'est complètement.
c'est complètement intouchable et de le réavoir dans une vraie copie, vraie bonne copie, un vrai bon master. Bah oui. On est d'accord que toi, tu travailles toujours sur des, voilà, on s'est marqué, donc restauration à partir du 4K, donc c'est les restaurations japonaises que toi, tu as récupérées du coup, c'est ça? Oui, Ok. oui. Ouais. Faire la restauration soi-même, c'est moi il y a un film, alors je veux pas en parler parce que je veux pas donner le nom du film parce que j'aimerais bien creuser encore un peu ce truc-là, mais un film que je voudrais sortir qui n'est même pas scanné, il n'existe qu'en bobine, donc il faudrait carrément refaire tout le scannage et toute la restauration, etc. machin, et pour moi c'est trop tôt, ça fait même pas 2 ans que j'ai Ça, aujourd'hui, tu feras appel à quelqu'un, tu sais pas le faire, toi. C'est quelque chose que tu ne sais pas faire. faire. Non, ça voilà. faut vraiment des professionnels, des gens qui maîtrisent bien le truc, et une restauration en dessous de 10 000 €, c'est compliqué. Donc là, on arrive sur des. T'es tout seul, on est d'accord, chez Roboto, hein. Tu gères tout seul. Hein. Oui. D'accord. Alors, il y a la partie graphique. Ça, c'est un ami à moi qui est graphiste, que je facture à chaque fois sur les sorties. Donc, c'est lui qui fait toute la partie design, et la partie technique, là, c'est chez Common Screen. Et sinon, à peu près tout le reste, c'est chez moi. Donc, entre la négo, la préparation, les bonus, les envois, la coordination, les trailers, le site. Enfin, je gère tout seul. Question subsidiaire, j'ai pas pensé à te poser tout à l'heure. Tu parles japonais ou tu passes par Du un tout. traducteur? Du tout. D'accord. Non. Alors, en fait, quand les sous-titres anglais sont fournis, donc je fais la traduction moi-même parce que l'anglais ça va. Par contre, je fais revoir le film avec les sous-titres traduits à une traductrice japonaise qui me dit là oui, non, là attendez, vous avez mal compris, c'est pas ça, ou alors même le fichier anglais, il était à côté de la plaque, c'est pas ça que ça veut dire, ça veut plutôt dire ça. Donc du coup c'est super, c'est il y a une propre. relecture. Ouais. Et quand j'ai pas de sous-titres du tout et que là on part du japonais from scratch, là c'est la traductrice en question qui fait tout. Okay. Les films Kaidan, par exemple, les films de fantômes ont été entièrement faits à partir de rien, justement, donc directement à partir du film, quoi. Ok, d'accord. super. Donc là, on a ton premier film, donc Shogun Samurai, encore une fois un gros casting, hein, Sonichi Chiba, Hiroki Sanada, le grand Toshiro Mifune. Donc film de Fukasaku. Comme je te disais en off, moi Fukasaku, je me suis rendu compte que je connaissais qu'un film, mais c'est pas forcément c'est peut-être le plus mainstream que tout le monde connaît, mais tout le monde ne rattache pas forcément, c'est Battle Royale, moi que j'ai vu de lui, qui est peut-être son dernier film, je crois, de mémoire, parce qu'il va décéder peu de temps après. Il a fait en partie le 2, mais il est mort pendant le tournage. Ouais, c'est ça. C'est son fils par son fils, ouais. Exactement. Qui est un moins bon film, on va se le dire, même si le premier Battle Royale est très bien. Il est très particulier. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter peut-être sur Shogun Samurai? Donc forcément, c'est blindé de bonus aussi. Hein. Justement, oui, moi c'est une des choses que je retiens de ces débuts de Roboto, parce que moi j'arrivais encore une fois de nulle part, et puis je suis arrivé, voilà, donc là j'avais convaincu la Toei, j'avais les droits, donc on avançait sur le sujet, et puis après moi pour les bonus, j'ai commencé à aller un petit peu voir autour de moi qui serait intéressé, pour participer aux bonus, et à ma grande surprise et à ma grande joie, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit écoutez, je suis débordé en ce moment, donc je suis désolé, mais plus tard, il n'y aura aucun problème. Mais sinon, tout le monde a accepté. Et puis, tu as eu des sacrés noms, hein, parce que... Ah oui, j'étais très surpris. Et puis, tu vois, Jean-François Roger, qui est directeur de la programmation à la Cinémathèque, qui en plus m'a dit, écoutez, si vous voulez tourner le bonus chez nous, ça vous évitera de payer une salle ou un truc comme ça. Super, classe. Merci. Donc, j'arrive, puis il dit, faites venir Olivier Adouchi, faites venir Stéphane Humidildo, tout ça. Ok, super. Et puis pareil, j'étais en contact avec Robin Gatto, expert du cinéma japonais de patrimoine, et surtout d'Hideo Gosha, il a écrit 2 livres sur le sujet, qui m'a dit, si tu veux, moi j'ai fait un petit peu de prise de vue, etc. Parce que moi j'étais filmé, j'ai acheté une caméra, puis je suis arrivé, voilà, comme ça, quoi. Et il m'a dit, si tu veux, moi j'ai déjà fait des shootings, je peux t'aider, sur l'éclairage, tout ça, je peux te filer un coup de main. Donc il est venu gracieusement filer un coup de main. Donc ça c'était sympa. Donc voilà, beaucoup de belles rencontres. Là je vous dis, donc Olivier qui a été extraordinaire aussi sur ce bonus-là. On a eu Stéphane Humidildo donc sur l'autre, sur Valentine The Big Crash. Et puis même des grands noms. Puis même des grands noms étrangers. Tom Mess qui a écrit une partie du livret de Shogun Samurai. Donc Tom Mess,
qu'on ne présente plus. Il a fait des millions de bonus. C'est lui qui fait venir des films beaucoup en Occident, qui a fait connaître les films de Miike, etc. en Occident. Donc quelqu'un de très important. Mark Schilling aussi, qui écrit le Yakuza Movie Book, qui est un peu la bible du film de Yakuza, qui est aussi dans le livret de Violent Panic The Big Crash. Donc là-dessus, ouais, j'étais vraiment super content parce que toutes ces personnes qui ont accepté, Stéphane Huménildo, là, je suis en train de dévorer son dernier bouquin, Soleil Rouge, qui est en gros, il me disait lui-même, il dit c'est un livre très roboto. Ça m'avait fait marrer. Et c'est vrai que s'il fallait transposer roboto en bouquin, j'aurais aimé que ce soit un peu ce livre-là, quoi. C'est quoi? C'est une fiction, Soleil Rouge? C'est que ce que c'est Soleil Rouge, c'est vraiment un gros focus sur le cinéma japonais des années 70. Donc c'est vraiment très. Alors il déborde un petit peu avant dans les années 60 et un petit peu après dans les années 80. Mais il explique en gros pourquoi le cinéma japonais des années 70 était aussi énervé, quoi. Ok. Donc aussi bien dans les films d'auteur qui sont très très forts, très marqués, très beaucoup dans la critique sociale, etc. Mais parce qu'il y a un terreau au Japon à cette époque-là sur les révolutions étudiantes, etc. Et à la fois sur voilà le monde de la pègre, etc. qui se transformait complètement, qui s'industrialisait quelque part dans les années 70. Donc il fait tout le parallèle avec ça. C'est passionnant. Donc ça je vous recommande le bouquin Soleil Rouge de Stéphane Huménildo. C'est vraiment sur le cinéma japonais des années 70, en France, on n'a pas beaucoup de bouquins aussi pointus, quoi. Ouais, on se le note, ouais, parce que clairement, ça peut être vraiment intéressant de creuser un petit peu là-dessus, quoi. Donc, mais c'est vrai que ouais, quand tu parles de Takashi Miike, c'est des grands noms du cinéma japonais qui produisent, enfin qui réalisent beaucoup. Donc c'est compliqué de voir toute la filmo. Ah mais oui. c'est vrai qu'il a des films ultra marquant. Moi, je sais qu'un film plus marquant de lui, c'est Audition, qui m'avait complètement retourné le cerveau à l'époque quand je l'avais vu. Donc, mais ouais, c'est chouette de pouvoir remettre à l'honneur dans des bonnes conditions et avec les bons masters qui vont bien, de redécouvrir ces films-là. Et ça, c'est chouette, je trouve. Et j'ai l'impression que c'est des films qui sont mieux conservés que le cinéma HK, parce qu'il y a quand même cette image aussi du cinéma HK, qui est que tu sais que les bobines des fois traînent un peu dans les placards et sont pas très bien conservées. On sent la différence entre ça pour les Japonais qui ont cette rigueur de conservation qui fait que même les très vieux films, on pense au plus mainstream qui est les 7 samouraïs, où on l'a eu dans plein de copies différentes et à chaque fois toujours plus belle parce que on remasterise à chaque fois le film avec les technologies actuelles qui fait qu'on arrive à avoir quelque chose de sublime. Ouais, après ça dépend, ça varie beaucoup d'un studio à l'autre. Par exemple, Kadokawa sur tout le catalogue d'AE sont très très très. Ils restaurent tout le temps plein de films. C'est vraiment, ils font un super boulot là-dessus. Ou d'autres sont un peu plus light. Par contre, oui, effectivement, ils scannent tout. Ce qui est assez marrant, c'est que et ils ont raison. Les Japonais, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils scannent toutes les bobines qu'ils ont actuellement en 4K, et puis ils restaurent au fil de l'eau certains trucs. Mais c'est vrai qu'après, tu as des films, tu vois, on va reparler après, par exemple, de Gun Jailbreak qui n'a pas été restauré, par exemple. Là où Violent Panic The Big Crash, c'était une grande surprise pour moi, parce que tu n'as là aussi, si tu veux, quand tu discutes d'un film avec un studio japonais, si tu dis est-ce que je pourrais avoir un extrait pour voir un petit peu la qualité du film, oui mon bon monsieur, ça coûtera autant. Donc rien que ça, tu le payes. C'est payant. Mince. Oui, d'accord. Donc alors après, je pense que si tu es sur des contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros, là, je pense que ils peuvent te faire une fleur, mais quand tu commences sur 1, 2, 3 films, non, bien sûr. Payer. Et donc si tu veux voir un extrait du master, oui, il faut demander au laboratoire qui va faire un extrait, qui va le mettre sur un serveur. Donc voilà, ça coûte autant, quoi. Donc moi, si tu veux, au début, c'était non, moi tant pis, on verra bien. Et puis vous me garantissez que l'image, ça va être propre, tout ça. Oui, vous inquiétez pas. Et Violent Panic The Big Crash, c'était un peu la loterie parce que le film n'était jamais sorti en HD en dehors de. Même au Japon, il n'était pas sorti en HD. En fait, c'était la première mondiale en HD pour ce film. Donc, qui était totalement inédit en France. Il n'était même pas dans la rétrospective Fukasaku qui avait eu lieu à la Cinémathèque. Ils avaient mis beaucoup de films, mais celui-là n'était pas dedans. Et j'étais tombé un peu par hasard dessus il y a je sais plus, 5-10 ans. Et je suis tombé amoureux du film. Et je voulais vraiment, vraiment sortir celui-là. Et
Donc du coup, c'est un peu la loterie, parce que comme il n'y avait pas de précédent, je ne savais pas la qualité du master, il m'avait dit, vous inquiétez pas, ça va être propre. Bon, ok, on va voir. Et effectivement, la qualité était super bonne. Donc là, j'étais vraiment content. C'était du coup J'ai la hâte de le première découvrir, fois celui-là. qu'on le voyait. Ah, il est super cool. Et la fin, c'est du délire total. Enfin, c'est vraiment, il est extraordinaire, ce film. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je me permets un jazz, parce que je suis en train Ouais, de faire vas-y. et je trouve que pour les gens qui veulent se faire plaisir, t'essaies, alors je sais pas si ça va être tu vas le généraliser, mais de pouvoir proposer à la fois l'édition collector, qui est à 27,50, et je trouve que par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, bah, franchement, tes prix sont clairement hyper accessibles, même en collector. Et l'édition simple, moi, que j'ai prise, 14,90, enfin, je veux dire, ça, on voit quand même assez peu sur le marché, quand même. Et ça, je trouve que c'est bien de pouvoir aussi... Après, il faut que tu arrives à rentrer dans tes frais aussi, hein. On entend aussi une problématique de production qui n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, nous, en tant que potentiel client, bah, franchement, c'est cool d'avoir ces prix-là, quoi. Moi, c'était hyper important, ça, parce que j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, bah, mais moi, 27,50, bon, je dois faire attention, c'est pas toujours évident financièrement, et puis si le film me plaît pas, bah, 27,50, bon, ça va être un peu la douche froide, et ce que j'entends complètement, parce que 27,50, c'est quand même une somme, quoi. Donc, parce qu'il y a d'autres, et puis voilà, il y a pas Chromoto, après il y a tous les autres éditeurs, il y a une offre qui est quand même très très large, donc bon, il y a un moment, il faut faire attention, et voilà, donc c'était important que alors je le fais uniquement quand l'édition collector soit est épuisée, soit on arrive à aller 100 exemplaires en stock. Donc là, on enclenche du coup la deuxième vie du film. Donc on peut pas le faire à chaque fois. Tu vois, là par exemple, Valence. Ça veut dire que ces deux films-là ont bien marché, du coup. Ouais. Bah là, Shogun Samurai, donc le collector est épuisé, donc là c'est terminé, et Valiant Panic The Big Crash, il doit rester une cinquantaine à peu près, quoi. Donc, oui, c'est ce que j'ai vu là, c'était marqué ici, 50 en stock. Ouais, 50 en stock, Donc on arrive au bout sur celui-là. Donc dès que c'est possible, oui, je lance l'édition simple, épurée, qui, voilà, on a l'essentiel. Il manque le livret, bon, il manque l'objet mediabook, carton, etc. Mais on a les bonus vidéo et on a le film. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, parfois, tu as des éditeurs vidéo où tu as l'édition simple, l'édition collector, tu as l'édition collector qui est blindée de bonus, tu as le livret, tu as tout ça, et l'édition simple, en fait, tu as juste le film. Et en fait, je trouve intéressant dans ta collection, c'est qu'en fait, l'édition simple, bah, c'est blindé de bonus. Et donc, en fait, bah, on y gagne. Et là, on se dit, ah bah, on a quand même un objet collector parce qu'on est quand même servi. Alors, certes, on n'a pas le livret, mais pour autant, bah, on a quand même un DVD qui est bien fourni et je trouve ça vraiment intéressant. Et niveau rapport qualité-prix, bah voilà, on est quand même au-dessus de la moyenne, quoi. Ouais, merci. On est d'accord, tes DVD, c'est à chaque fois, que ce soit en simple ou en collector, c'est du cartonné à chaque fois, c'est des livrets cartonnés, enfin ou est-ce que c'est du plastique? Sur le collector, c'est du carton, et sur l'édition simple, c'est du plastique. Ok, d'accord. C'est un amarré classique, en fait, c'est ça, le fonctionnement? Ouais, alors en fait, l'image est un peu trompeuse et c'est vrai que j'ai toujours pas fait la correction. Alors, si tu veux, sur les éditions simples, là, sur ces deux-là, moi, ce que je voulais, c'était un même boîtier que le chat qui fume, en gros. Donc, un boîtier plastique, mais qu'il n'y ait pas le logo Blu-ray en haut, que ce soit le visuel en entier sur la totalité du boîtier. Et le problème, c'est qu'avec Sony, on s'est mal. Et eux ont laissé, du coup, le logo Blu-ray en haut, mais ça reste un boîtier transparent, etc. Donc il y a ce logo Blu-ray en haut. Du coup, maintenant, je me demande, est-ce que, comme les deux premiers ont été avec ce logo, est-ce que je vais pas le garder pour la suite, parce que du coup, ça fait con dans la collecte. À voir. Je sais pas encore exactement. Mais sinon, oui, c'est du plastique sur les éditions simples. Alors, tu me fais penser à une question toute bête que je vais te poser, et que c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce réflexe-là, parce que tu as mentionné Sony. Blu-ray est une marque déposée par Sony, donc on est d'accord que tu es obligé de passer par Sony pour l'édition et la fabrication de tes DVD, de tes Blu-ray? Pas obligatoirement. Pas obligatoire. Non, il y a une question bête volontairement, c'est pour aussi les auditeurs, pour qu'ils puissent comprendre après, il y a et la fabrication. Non, après, quand tu fais un pressage, tu payes une licence chaque année qui s'appelle la licence AACS, et donc qui reverse des royalties directement à Sony. Donc voilà, mais sinon tu peux faire presser. Voilà, il y a des presseurs, il en reste un en France, je crois. Et sinon après c'est dans le reste de l'Europe, il y en a plusieurs, quoi. Ok.
Alors on continue, tu parlais donc de Great Jailbreak. Donc là on est d'accord, on a le liseré rouge, donc ça rentre dans cette collection un peu de gangsters, quoi. C'est ça la collection gangster de chez toi. Ouais. Donc c'est celui-ci que tu nous disais que tu n'avais pas réussi que tu avais dans une, entre guillemets, simple édition HD, c'est ça, qui est pas en. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas une restauration, il n'y a pas de restauration. Voilà, il y a eu le minimum sur la restauration. Par contre, on voit qu'il n'y a pas eu vraiment que tu pourras avoir sur des films un peu plus gros. Alors ça s'explique aussi, hein, c'est que Great Jailbreak, en fait, donc c'est expliqué dans les bonus, c'est un épisode éloigné de la série Abashiri Prison. Abashiri Prison, donc c'est une série, une saga qui s'étend sur, je sais plus, c'est 17 ou 18 films. Oui. Ouais, dont les 10 premiers ont été réalisés par Teruo Ishii, qui a fait aussi Great Jailbreak. Donc il y a eu ces 17-18 films. Et ça s'est arrêté, je sais plus, au début des années 70. Et la Toei a voulu faire un faux reboot d'Abashiri Prison, qui est Great Jailbreak. Donc on retrouve, voilà, ça se passe dans la même prison. C'est avec Ken Takakura également en rôle principal. Même là au niveau de la chanson, ça se rapproche beaucoup, etc. Donc c'était un faux reboot et qui malheureusement n'a pas marché au Japon, et du coup voilà, le film est un petit peu il restait un petit peu dans les limbes pendant longtemps. Moi j'avais réussi à le voir il y a quelques années, et puis j'avais trouvé ça fabuleux. Et donc là aussi, c'est là pour le coup, alors autant Violent Panic: The Big Crash c'était une première mondiale en HD, mais il est sorti depuis aux États-Unis, et je suppose qu'il sortira en Angleterre dans pas trop longtemps. Great Jailbreak, c'est la seule édition disponible dans le monde, et moi je comprends pas que le film soit pas plus connu que ça, parce qu'il est vraiment vraiment génial. Et tous ceux qui l'ont vu me disent comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler plus tôt, quoi. Ça a l'air chouette, mais après, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème aussi de médiatisation du cinéma japonais qui, hormis les films d'horreur et quelques films de monstres, je vais volontairement être réducteur. Je pense qu'il y a tout un pan du cinéma japonais qu'on ne connaît pas, et parce que mal distribué, etc. Donc, ça fait aussi partie de ton taf aujourd'hui de nous faire découvrir ça. Ça a l'air très tentant. Moi, quand je vois l'acteur Ken Takakura, je ne peux pas m'empêcher de penser, et tu pourrais faire le parallèle au manga Dan, puisque en fait le personnage s'appelle Ken Takakura, et clairement ils font référence à cet acteur, à ce grand acteur japonais que nous on connaît pas, mais qui grâce à Dan a eu une petite exposition, donc on pourrait faire le parallèle, quoi. Et c'est pareil, t'as deux acteurs dans le film, donc Bunta Sugawara et Kinoue Tanaka. Tanaka, qui apparaissent dans One Piece, qui ont des personnages et qui leur ressemblent vraiment. Enfin, ça a été fait, et puis l'auteur. Personne n'a capté la ref, je suis sûr. Les lecteurs de One Piece n'ont pas capté la ref, certainement. Toi, même, ouais, peut-être les plus vieux, quoi. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui ont repéré. Et du coup, ça a été mis sur le web. Tu peux voir du coup les photos de Bunta Sugawara avec le personnage en question, etc. C'est assez rigolo, quoi. Mais donc c'est celui-là, c'est vraiment entre guillemets sorti de nulle part. Et comme tu dis, moi mon rôle c'est de recontextualiser un petit peu ce genre de film, d'où ça vient. Alors c'est surtout finalement les experts qui sont dans les bonus qui en parlent le mieux. Là Julien Cévéon explique très bien, et alors les deux auteurs sur le livret qui sont Nathan Stewart et puis Pauline Martin, qui ont fait un des textes qui sont absolument extraordinaire. Ça recontextualise tout le film, comment il est sorti, etc. Toute la genèse qu'il y a derrière, etc. C'est hyper intéressant. Et puis le film est génial, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment. Ça a l'air très tentant. Ah ouais. Et puis c'est vraiment, t'as 3 genres de films, et c'est vraiment, t'as 3 actes où t'as le film de prison, t'as le film de cavale, d'évasion, et le film de vengeance, quoi. Et t'as vraiment, c'est très borné, et je sais que c'est Jean-Pierre de Rimini qui a adoré le film, qui était venu me voir. Ouais, quand est-ce que tu sors les 18 à Abashiri Prison? Ouais, bon, on verra. On va déjà faire celui-là. C'est celui qui est le plus accessible aujourd'hui à regarder, parce qu'ils sont peut-être pas tous simples à regarder, j'ai envie de dire. En matière d'histoire, tout ça. Ah, puis ça tient en 90 millions. C'est beau quand même. Ouais. Je cherche la durée. Non, après, moi, en termes de
porte d'entrée, alors pourtant c'est sans doute ce qui est plus particulier, mais moi je conseillerais plutôt le coffret de films de fantômes. Ok. Parce que les films sont magnifiques, les copies sont On va y aller parce sublimes. que c'est le prochain. On va y aller maintenant, puis on reviendra vers Violent Street après. Tiens, juste, on est d'accord qu'il n'y a quasiment aucune VF sur tous tes DVD, hein, tous tes Blu-ray, pardon. C'est que de la VF. Là, pour l'instant, tu l'as sur Gamera, donc il y a la VF sur les 3 Gamera que j'ai fait. Et il y aura sur Le Feu de la Vengeance, Hiroyuki Sanada, il y a une VF. Alors que j'essaye Le problème, c'est que je l'ai récupérée, mais qu'elle n'est pas exactement à la même cadence que le master que j'ai de la Toei. Donc, du coup, il faut faire un boulot en... bien sûr. Et tu peux avoir une des synchros parce que... puis un changement de tonalité ou des choses comme ça. Et du coup, il faut que je vois comment on peut gérer ça. Mais en tout cas, voilà, il y a l'ambition de l'ajouter. Tu peut aussi avoir une VF qui a très mal vieilli parce que peut-être mal faite aussi à l'époque ou pas fait avec le même soin qu'on aimerait que ça soit fait. Et que du coup, aujourd'hui, je dis elle a un peu mal vieilli cette VF. Mais il y avait, on les connaît les VF qui peuvent rendre un film un peu nanar, hein, alors que le film l'est pas. Quand on te met un accent bien forcé, machin et tout, des fois c'est un petit peu chaud, quoi. Puis c'est important les accents japonais en fonction des régions dans lesquelles sont les personnages. Tu vois, ça c'est des trucs qui peuvent. Bon. Alors oui, donc on parlait de Dai Kaidan, c'est comme ça qu'on prononce. Restauration d'intérieur dans 4K, donc là ça doit être sublime. Et alors là, en plus, restauration qui n'a pas 10 ans, c'est une restauration qui a été faite l'année dernière. Et là, en termes d'image, c'est juste à tomber. Tu as vraiment l'impression que les films n'ont pas 60 ans, mais plutôt 25-30 ans, quoi. Et les copies sont absolument sublimes. Les films sont magiques. Surtout, je trouve, alors c'est perso parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais surtout Botandoro et puis Snow Woman. Et vraiment, j'ai eu des retours sur ces films-là. C'est à un point vraiment. J'ai des très bons retours sur toutes les éditions, mais sur ceux-là, vraiment des gens qui me disent mais je l'ai pas vu arriver le truc, c'est pas du tout mon genre de film, je connais pas du tout ce genre. Même, tu vois, par exemple Common Screen qui fait toute la partie technique de mes films, ils font un revisionnage de chaque film pour voir si tout est ok au niveau des sous-titres, machin, etc. Donc ils revoient chaque film au moins une fois. Et la personne qui a vu ça, qui n'est pas du tout dans le cinéma japonais ou asiatique de manière générale, a dit mais moi j'ai adoré les 3 films, quoi. Et vraiment celui-là, je suis vraiment très très fier de celui-là parce que le visuel de Tony Stella, il est juste magnifique. Je monte les 3 films pour que les gens puissent se rendre compte aussi. Les bonus sont canons. Donc là, le livret, c'est Stéphane Humenildo qui a fait un gros livret sur le sujet. On a Marie Piconnet qui est une experte sur tout ce qui est folklore japonais, qui a fait des trucs super. Moi, j'ai récupéré les bonus de l'édition britannique. Kiyoshi Kurosawa, donc qui a réalisé Kairo, qui parle d'un des films. Donc vraiment, celui-là, je suis vraiment super content et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Alors même si, tu vois, finalement, c'est pas le plus. T'as l'entretien de l'auteur de Crows en plus. C'est top ça aussi. Bientôt dans l'actualité. Enfin, au moment où on enregistre, ça sort bientôt, mais quand vous serez. Quand vous l'écouterez, le manga sera déjà sorti, mais ça ressort chez Canal. Hein, et mais t'as même eu l'auteur de Parasite Eve. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Et le réalisateur d'Infection. Ok. Ils sont sortis, on voit Cure, Infection, tout ça est sorti chez HK Vidéo, je crois. De mémoire, totalement. Et donc voilà, vraiment super content de cette édition. Alors évidemment, c'est pas la plus représentative. C'est sûr que les films de gangsters et les films le Tokusatsu, je pense que c'est les 2 gros pans de Roboto et les films de fantômes, c'est peut-être moins représentatif vu qu'il n'y a qu'un seul coffret. Par contre, en termes de porte d'entrée, je pense que ça peut plaire beaucoup plus à des non initiés que certains films un peu plus radicaux comme Great Jailbreak, quoi. Et puis en plus, bien vendu parce qu'il reste excuse-moi Jazz, il s'est bien vendu parce qu'il entre guillemets, il en reste plus que 225 sur les 1000. Et clairement, c'est le bouche à oreille parce que tu vois, sur les ventes, moi j'ai un gros pic aux précommandes, ça se calme, à la sortie ça remonte et après ça se recalme. Ça fait vraiment, généralement c'est comme ça que ça se passe. On espère que l'épisode viendra continuer à faire progresser tout ça. C'est sympa. Et ce coffret-là, j'en vends pas énormément, mais c'est constant. Il y a toujours 2-3 par semaine qui partent. Donc voilà, sur le long terme. Et je pense que c'est bouche à oreille.
Je pense que là aussi, c'est des gens qui disent bah, ouais, putain, j'ai regardé ça, c'est canon et tout. Puis tous les retours que j'ai eus de certains magazines, de sites spécialisés, etc., étaient vraiment, vraiment très très bons. Donc c'est vraiment un chouette coffret, je suis vraiment content dessus. Puis bon, en plus, c'est plutôt intéressant puisque c'est des films qui sont assez courts, déjà, entre 1h20 et 1h30 et ça fait du bien de voir aussi des films là, qui durent, voilà, sont des durées efficaces, maximum voilà, à 1h40 grand max. C'est assez efficace, ça va vite, et puis en plus, ça permet de voir aussi des films japonais, bah, qui datent de 1950 donc c'est plutôt enfin, moi, personnellement, c'est ce genre de film qui m'attire, parce que Ouais. ça me permet de voir un peu les films japonais qui se sont faits avant l'explosion, par exemple, du film d'action, du film de polar et tout ça, les films de fantômes et en plus, dans ces années-là, c'est juste parfait, quoi. Ouais. C'est, donc là, franchement, c'est très, très bon choix d'avoir pu éditer, voilà, ces 3 films de fantômes japonais. Juste une question, parce que est-ce que, alors, c'est des films qui ont des liens ou pas du tout? C'est 3 films totalement différents, des one shot à Totalement chaque fois? différent. OK, d'accord. C'est totalement différent et même leur source est différente. Il y en a certains qui sont des transpositions de pièces de théâtre, d'autres qui sont OK. plutôt sur des histoires orales de l'époque féodale, etc. Donc c'est Excellent. vraiment non, OK. c'est complètement le seul point commun, c'est ce côté voilà de femmes qui soit ont été trahis ou en tout cas qui reviennent du monde des morts et puis qui viennent voir les vivants, quoi. Donc OK. c'est ça le fil D'accord. continu sur les trois. Alors avec des motivations différentes, parfois c'est la vengeance ou d'autres choses. Donc il faut voir les films pour savoir. Mais voilà, ce sont des revenantes, des femmes revenantes et même ce qui est intéressant aussi, c'est dans cette ère qui est aussi on entend beaucoup parler de féminisme et tout ça, de remettre aussi le contexte, la place de la femme dans le Japon de l'époque, qui est juste tellement, c'est tellement Oui. aberrant tout ce qu'on peut voir. Enfin, Ah tu oui, vois là par exemple complètement. dans Fantôme de Yotsuya, bah, la plus ou moins déconsidérée parce que elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, bah, elle fait pas son rôle de femme, donc voilà, donc elle est un peu voilà mis sur le côté. Il y a des choses plus graves il y a eu des choses plus graves dans l'histoire japonaise, mais et du coup voir ces femmes qui reviennent d'entre les morts et puis qui se vengent, etc. C'est aussi intéressant dans le contexte d'aujourd'hui de voir ça aussi, c'est pas mal, quoi. Et je trouve qu'il y a un côté, je trouve que les Japonais sont très bons pour ça, par le côté maquillage. Rien qu'avec le maquillage, ils arrivent à te rendre une scène assez horrifique et assez flippante, juste en rendant le personnage avec son visage très pâle, bien noircir le contour des yeux. Et je trouve que Ouais. ça fait son petit effet même encore aujourd'hui. Et je trouve qu'avec maintenant l'édition augmentée 1080p 4K, ça doit rendre le truc. D'ailleurs, j'ai une toute petite question à te poser, parce que alors, moi, honnêtement, à titre personnel, je trouve que c'est encore marginal pour, entre guillemets, être un point négatif, parce que moi, ça ne l'est pas. Étant donné que tu pars d'un master 4K, est-ce que c'est envisagé un jour que tu fasses des éditions 4K? Je la pose parce que je pense qu'il y a des gens qui vont la poser, cette question-là. Vu qu'on passe d'un 4K à une version Blu-ray, donc 1080p, voilà, je te pose la question. Moi, c'est Ouais. pas très important pour moi, mais je sais qu'il y en a qui sont un peu chiants pour ça. Ouais, non, mais oui. Et puis après, ça s'entend, tu vois. Moi, des fois, des gens me disent, bah, attendez, vous avez le meilleur master possible, pourquoi ne pas sortir dans les meilleures conditions possibles ce master qui est 4K et la réponse, elle est assez simple, c'est que le 4K, ça coûte très, très, très cher. Donc, que ce soit toute la partie en amont, donc sur l'authoring, sur ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que pour un Blu-ray et c'est beaucoup plus cher. Le pressage est plus cher, l'achat des masters est plus cher, etc. Donc en fait, quand on est à l'échelle de Roboto, il faut que ce soit pour quelque chose qu'on est un peu entre guillemets certain de vendre. Et là, les films de fantômes, là le risque il était beaucoup trop élevé, donc c'était Oui, juste oui. pas possible. Et puis T'avais là, pas flopé avec ça, quoi. Ouais, ah bien bah sûr. ouais. Puis là, c'était ma Ouais. quatrième sortie avec, enfin c'est la troisième vague avec Valence Suite, donc c'était encore très tôt. Et voilà, il n'y a pas une danse derrière, c'est pas un Kurosawa, c'est pas un Mizoguchi où là tu te dis bah ouais, ok, on peut y aller. De toute façon, je vais en vendre un minimum. Donc voilà, mais les premiers UHD 4K arrivent en fin d'année.
Ah, ok. Et tu peux déjà annoncer les titres ou c'est trop tôt pour l'instant? Septembre, je pense que j'aurais annoncé. Sinon, prends pas de risque. Hein. Ouais, prends pas de risque, hein, c'est pas grave. Ouais, on sait jamais. Non, Ouais, t'inquiète. ouais. Mais voilà. Laissons un peu de suspense. Voilà. Il y a une trilogie, ce sera une trilogie en UHD et c'est en cours de restauration. J'attends les masters là, mais vu que c'est la même boîte de restauration qui a fait les films de fantômes, je m'attends à du lourd, donc ça va être. C'est un truc inédit que t'as pas encore dans ton catalogue. On est bien d'accord. Hein, c'est une trilogie inédite qui arrive, quoi. C'est ça? Ouais. C'est quelque chose que j'ai pas encore sorti. Ouais, d'accord, ok, très bien. Tu pourras nous le dire en off. Ça marche. Et les auditeurs, ils devront être un peu patients. Violent Street, donc on est toujours dans la collection Gangster. Alors, je sais pas si tu l'appelles vraiment Gangster, la collection, c'est moi qui me suis permis de donner ce titre-là. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, c'est la collection Gangster, ouais. Donc pareil, qui s'est quand même bien vendu, puisqu'il en reste 360 sur les 1000. Ça va. Je m'attendais un peu plus parce que... D'accord. Parce que Gaucha parce que Gaucha, parce que les acteurs, Bunta Sugawara, Noboru Ando, etc., c'est quand même des... Voilà, pour ceux qui connaissent bien le genre, c'est quand même des poids lourds. Et ouais, pour l'instant, c'est celui qui s'est le moins bien vendu de ce que j'ai sorti jusqu'à maintenant. Mais voilà, mais moi j'adore le film. Alors après, en discutant un peu avec Robin Gatto, qui est l'expert, alors en France et peut-être même mondial de Gaucha, lui me disait, t'as le cul entre deux chaises avec ce film-là, parce qu'il me dit, en termes de code, par rapport au film de Yakuza, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a un petit côté giallo qu'on peut retrouver. Notamment tu as utilisé un mot qui nous plaît chez nous. On est dans un podcast d'arts martiaux, mais accessoirement à côté, on est fan de ce genre. Un acteur transsexuel, Madame, je sais plus son nom, Madame quelque chose, qui est habillé un petit peu comme Meiko Kaji dans La Femme Scorpion, tu sais, avec avec le chapeau et tout ça, et avec un rasoir comme dans les giallo, quoi, et qui bute les gens au rasoir, quoi, et donc ça fait très très giallo. Et puis t'as du flamenco au début du film, etc. Donc ça pète un peu les codes. Tout ça, c'est dans Violent Street? Ah oui. Tu l'as vendu là, rien qu'en utilisant ça. Excuse-moi. Il est très iconique, quoi. Et puis la fin qui est vraiment chouette. Et donc quelque part, on est dans le film de Yakuza, mais qui est un petit peu atypique. Et en termes de Gaucha, c'est carrément pas le plus représentatif de sa carrière, clairement. Où tu vois que vraiment, il a quand même malgré tout respecté certains codes, etc. Il se fait un peu moins plaisir. C'était son retour dans un studio japonais parce que il avait enchaîné bid sur bid et il s'était retrouvé réalisateur de télé. Donc, je pense qu'il a fait un peu attention à ce qu'il a fait avec son film. Et je pense que la Toei l'a aussi beaucoup verrouillé. Mais voilà, mais le film est super cool. Moi j'adore. Et puis, encore une fois, très iconique. Les bonus sont super intéressants, donc voilà. Puis c'était l'occasion d'avoir enfin Noboru Ando, Noboru Ando qui est un ancien chef de gang Yakuza, un vrai, qui avait été même en cavale, ça avait fait la une de tous les journaux, et puis il y avait tout le suivi de la cavale en direct à la télé japonaise à l'époque, etc. Donc il l'avait chopé, il est parti en prison quelques années, etc. Et puis il est ressorti, et puis il est devenu acteur, quoi. Et, sur la photo, c'est qui là dans les trois là? C'est sur en bas. En bas. D'accord, ok. Qui a une vraie balafre, là, une énorme balafre qu'il a vraiment eu. Le livret, alors là, carrément. Et puis il a un regard. Tu vois que le mec il est pas net, quoi. Et le gars il est super intéressant. T'as donc Pauline et Nathan qui ont fait un livret sur lui. C'est passionnant parce que tu apprends plein de choses sur lui, donc sur sa cavale, sur sa jeunesse, etc. Le fait que il était kamikaze pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je crois que je crois qu'il devait partir le lendemain d'Hiroshima, je crois. Et donc en fait, ils ont tout arrêté, et puis normalement il était censé mourir, etc. Et puis finalement, il est passé à travers. Et puis voilà, il est devenu Yakuza, et puis il est devenu hyper connu, il a écrit des biographies sur lui, il est devenu acteur, etc. Et il a écrit des tonnes de livres, mais alors des trucs à mourir de rire, quoi. Il a fait des bouquins sur du Feng Shui, il a fait un livre sur les performances sexuelles, donc tu vois sur la cover du livre où il pose en mode acteur porno et tout, c'est n'importe quoi. Et il a fait plein de trucs, des BD, enfin, c'est vraiment... c'est incroyable.
qui est vraiment incroyable. Donc ouais, Noboru Ando, qui après a été consultant Yakuza, donc on lui posait des questions sur dans les Yakuza ça se passe vraiment comme ça, etc. Et puis lui il devenait consultant sur tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. En tout cas, tu nous l'as bien vendu celui-là, parce que je trouve que déjà bon dire qu'il y a une certaine véracité dans le film, parce qu'il y a un vrai ancien chef Yakuza dedans, et puis il y a de l'inspiration de Giallo. Moi, enfin, clairement, tu m'as donné plein d'arguments qui me donnent très très envie de le découvrir. En tout cas, ça va. Et puis je trouve que la pochette est magnifique. Avec mais en look, couleurs, il y avait l'affiche originale aussi, je crois. Il y avait l'affiche originale, ouais. Donc là, c'était sympa parce que le fabricant, donc là, on fait nos mediabooks chez Novobox, et au détour d'une conversation, il m'avait dit, au fait, si tu veux faire plusieurs visuels pour une même quantité, tu veux faire 1000 de un visuel ou 500, 2 fois 500 avec 2 visuels différents, ce sera le même prix. Donc, je sais, ok, on y va, on va faire plusieurs visuels. Donc on avait fait 250 sur la fiche japonaise et 750 sur le design qui a été fait par Camille. Elle est super jolie. Ouais. Ok. Donc classe. Ouais, franchement, ça donne. C'est des choses très intéressantes. On passe à Gamera. Qui est pareil, la réédition, parce que tu as cartonné. C'est ta plus grosse vente? Oui. Je m'en doutais un peu. Et tu l'as annoncé, ça a fait un petit buzz, vraiment à notre échelle. Je pense que tout le monde a été surpris. Alors, pour la petite histoire, donc je m'étais rendu. Donc, c'est les débuts de Roboto. J'allais sortir. Les 2 premiers films, ils n'étaient pas encore sortis, et puis je me rends au marché du film du Festival de Berlin pour rencontrer Kadokawa, parce que je voulais signer les films de fantômes. Et Gamera n'était pas dans le pipe à ce moment-là, quoi. Et donc la commerciale de Kadokawa, je la rencontre, ça se passe super bien, et puis elle me dit, je vous ai fait un petit listing de ce qui est disponible en France actuellement, donc, comme ça, plutôt que de me demander des trucs que j'ai pas, que je peux pas vous vendre, autant se focaliser sur ce qui est dispo, quoi. Puis je vois Gamera, puis je vais attendez, Gamera, il y a personne qui l'a pris. Et elle me dit non. Elle dit je comprends pas. Elle dit tout le monde, je le vends aux États-Unis, en Angleterre, en Europe. Elle dit tout le monde me demande Gamera. Elle dit en France, personne me le demande. Elle dit je comprends pas. Incroyable. Je fais bon, ok, vous le rajoutez dans la liste. Et puis sur le coup, je me dis c'est parce que les droits vont être tellement chers que c'est peut-être ça qui a freiné d'autres. Ouais. Et en fait, je crois que non, personne. Et en fait, je me suis un petit peu, j'ai eu une petite hésitation quand même, parce que je me suis dit, il est quand même sorti, tous les Gamera sont sortis en DVD chez WeProd dans les années 2010, si je dis pas de bêtises, en DVD. Donc ils étaient tous disponibles, on peut même les trouver alors dans des anciens masters, en DVD, etc. Oui. Mais on peut les trouver pas cher sur Rakuten ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, attention quand même. Il y avait eu toutes les versions Arrow en Angleterre qui étaient sorties. Oui, ce que j'allais dire, les éditions. Et puis des coffrets à 30 balles et tout. Enfin, je me suis dit, est-ce que le potentiel, il est encore là? Et puis je me suis dit, allez, quand même, c'est Gamera. J'ai envie de me lancer aussi dans le Toku, dans le Kaiju Ega, etc. Donc je me suis dit, allez, on va faire Gamera, c'est dispo. Ce serait quand même con de pas le faire, quoi. Et puis grosse surprise, le coffret, alors le visuel a aidé, il était quand même super chouette, le sublime collector. Et du coup les 1000 exemplaires, je crois que c'est 3-4 semaines après la sortie, c'était fini, quoi. Donc, et là, tu as refait un réassort de 1000 ou un peu moins quand même? Là, tu mets alors là, la réédition, il y en a 1000. Alors en fait, il y a écrit 164 en stock parce que les rééditions, contrairement aux éditions collector, les rééditions passent en distribution chez Mat Distribution, qui distribue chez les Fnac, le Leclerc Culturel, Cultura. Donc on peut trouver à la Fnac ton DVD. Gamera, Valiant Panic et Shogun Samurai, les rééditions, on peut les trouver dans les Fnac et tout ça. Ok. Est-ce que c'est pas plus intéressant pour toi qu'on les commande sur le site? Je pose une question là. Si. Voilà. Donc les gens, si vous avez le choix, commandez sur le site de Roboto et n'allez pas. Ça m'aide beaucoup plus. Ouais, je vais pas vous mentir. Non, mais on se dit les choses. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, par exemple, Gamera, je me disais, là, 1000 exemplaires, je vais peut-être en faire encore un petit peu sur la réédition sur mon site. Mais voilà, ça va vite s'assécher quand même. Et en fait,
quand tu passes comme ça après côté Fnac, Cultura, etc., bah il y a des gens qui, moi j'ai des personnes qui disent mais moi j'ai pas confiance d'acheter sur un site qui est pas une grosse boîte, etc. T'es obligé d'être vendu un peu là-bas quand même. Bah, voilà, c'est ça. Et puis moi j'ai des gens qui me disent mais moi j'achète que en magasin, j'achète que chez Cultura, chez Fnac, etc. J'achète pas en ligne, j'aime pas ça quoi. Donc voilà, donc faut aussi répondre à, tu vois, on parlait des éditions un peu moins chères pour des gens qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent, bah tu as aussi des gens qui veulent acheter qu'en magasin, etc. Donc faut répondre aussi à toute cette demande-là. Du coup, moi j'en ai vendu, enfin Matt Distribution en a vendu pas mal. Là, il m'avait donné les chiffres, je crois que c'est 400 pièces, un truc comme ça, tu vois. Donc c'est sympa, quoi. En plus du coffret collector, donc c'est pas mal. Et c'est pour ça que du coup là le stock est écrit 164 parce que moi j'en ai gardé 300, il y en a 700 qui sont partis chez Matt Distribution. Ah, ok, ça. Ouais. Et tu vois, petite question toute bête et qui va faire le lien avec une autre question, c'est que je suppose que les droits sont limités dans le temps. Oui. Par exemple, toi, Gamera, ça pourrait être clairement un petit peu parce que vu que c'est une grosse vente, un peu ton produit d'appel que tu es toujours un petit peu en dispo sur ton site parce que ça attire les gens, tu vois, c'est toujours un peu le produit d'appel. Comment ça se passe du coup déjà, est-ce que ça dépend des contrats, la limitation dans le temps? Et est-ce que du coup, tu as toujours possibilité après de renouveler, entre guillemets, les droits d'un truc qui se vend bien où tu sais que tu en vendras toujours un peu? Ouais, c'est limité dans le temps. Non, pas de souci. Non, c'est bien limité dans le temps et le coût de ce qu'on appelle le minimum garantie dépend du nombre d'années que tu vas choisir. Alors, du nombre d'années que tu veux, donc 4, 5, 7 ans, 10 ans, 15, voilà. Donc de la durée et du type de droit que tu veux. Est-ce que tu veux que la vidéo? Est-ce que tu veux la VOD? Est-ce que tu veux le cinéma? Est-ce que tu veux la télé? Voilà. Donc si tu prends tous les droits et que tu prends 7 ans, bah là je t'avoue que le minimum garantie ça commence à piquer. Ah, t'as peu cher. Ouais. Moi je suis généralement sur 4 ou 5 ans. C'est déjà pas mal. Ouais. Et après ça dépend aussi des studios. Tu vois, t'as par exemple Kadokawa, ils te donnent tous les droits et puis voilà, on commence pas à négocier, ouais mais la télé machin, non, ils te donnent tout et puis tu débrouilles avec ça. Okay. Là où la Toei, ce sera pas le même prix si tu prends le cinéma et la télé ou pas, donc voilà, ça bouge beaucoup à partir de ça. Et donc là t'as le minimum garanti donc à payer et c'est à partir de là qu'on dit bah ok, maintenant vous avez droit d'utiliser le film à la réception du master, vous aurez 4 ou 5 ans ou plus pour utiliser le film, vous en faites entre guillemets ce que vous voulez, du moment que derrière vous reversez des royalties en fonction des ventes ou des redevances, etc. Okay. Et donc ça se calcule en disant, bah voilà, vous faites le total de ce que ça vous coûte de sortir l'édition. Donc, je dis une connerie, 10 000 €. Alors, c'est pas du tout les chiffres réels. Oui, mais pas de souci. Imaginons, c'est 10 000 €. Tant que vous n'avez pas vendu pour 10 000 €, vous ne versez pas de royalties. Par contre, une fois que vous avez dépassé les 10 000, on commence à enclencher les royalties. Et là aussi, ça se négocie. Donc, en fonction du type de média, tu vois, sur la vidéo, on est généralement sur 20-25% à reverser. Sur du cinéma, on est plutôt sur 50%. Et sur la télé, ça va même encore au-delà. Donc, ok, d'accord. Mais pour l'instant, je fais que la vidéo. J'ai confié mon catalogue pour la VOD à une société donc, qui est en train de voir pour voir si j'ai posé la question. Très bien. Ah ouais, mais par contre, c'est très, 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 très compliqué parce que comme sur les plateformes de VOD aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut 60% de ce que tu proposes sur ta plateforme VOD qui soit européen et 40% français. Et du coup, il reste 40% pour le monde, y compris les États-Unis. Donc, sur tes 40% qui restent, généralement, ils vont plutôt aller vers les États-Unis que vers l'Asie. Ouais. Quoi. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça que moi, j'en vois que potentiellement 3 qui pourraient diffuser tes produits. Filmo, Univers Ciné et potentiellement sur certains trucs Shadow Z. Voilà, je me dis, c'est ces 3-là, je me dis qu'ils sont des candidats potentiels pour avoir tes films. Et ce ne serait pas déconnant pour le coup. Pour tout te dire, c'est Univers Ciné qui gère mon catalogue pour la partie VOD. Bon, tu vois, je suis pas surpris. Et donc, ça leur va bien parce que. L'université qui a racheté Filmo TV d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Ah, je ne savais pas, d'accord. Ok, tu me l'apprends. Ok. J'aurais plutôt vu l'inverse, tu vois, mais je ne pensais pas que l'université était suffisamment gros pour englober Filmo TV. Filmo TV et je pense plus gros que Univers Ciné, mais c'est Univers Ciné qui a racheté. Ah ouais, tu vois, comme quoi, c'est des trucs. Juste un petit point de sémantique. Après, je sais que Jazz aura pas mal de questions à te poser pour le prochain coffret qu'on va voir.
Quelle est la différence entre un boîtier amarré et un boîtier Scanavo? Parce que tu parles de boîtier Scanavo dans tes. Ouais. Ils sont de meilleure qualité. Le côté amarré, c'est le Blu-ray bleu, le boîtier bleu que tu vois, ultra standard, cheap, voilà. Scanavo, c'est plus élégant déjà. C'est un plastique un peu plus dur. C'est un peu la différence que tu aurais entre un carton simple et un carton rigide sur le carton. Okay. Donc c'est à peu près l'équivalent. Moi je trouve ça plus joli sur du Scanavo, c'est plus beau. Ok, c'est un boîtier peut-être un peu plus épais en termes de plastique, sûrement. Et puis là où tu as ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux ne pas avoir le logo Blu-ray en haut et avoir le truc, le design en full, ce qu'ils appellent full sleeve. Je fais juste un parallèle avec un de tes confrères. Je pense au Chat qui fume qui a sorti récemment le Polystory. On est d'accord que c'est du Scanavo du coup, Polystory. Alors moi je l'ai pas leur édition parce que j'avais l'édition de Reka. Ah bah oui, déjà, mais j'ai des Chats qui fument en Scanavo, en boîtier, c'est du Scanavo. Ouais, ok, on est bien d'accord. Donc je vois très bien le format. Gros dossier pour toi et je pense aussi quelque part une grosse fierté. Kamen Rider. Voilà, je pense que c'est un gros morceau qui a fait beaucoup de bruit. En plus, tu as chopé l'interlocuteur aussi qu'il fallait bien pour parler dans les bonus. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux dire sur ce joli coffret qui nous fait de l'œil avec Jazz, on va te le dire. On attend un petit peu, c'est un budget, mais il nous fait de l'œil. C'est un peu un rêve, alors pas d'ado, mais de jeune adulte. On en rediscutait avec ma femme il n'y a pas longtemps, on rigolait parce que je devais avoir 25 ans et puis je regardais la série Kamen Rider V3 à l'époque, donc qui est une série des années 70 et puis je lui disais, ça fait chier que personne sorte ça quand même en France. T'as une intégrale en DVD, donc à l'époque c'était il y a plus de 20 ans quoi. Et je disais mais ça, une intégrale en DVD d'une série, moi je fonce dessus, etc. Et puis j'avais dit pour déconner, si un jour je fais une boîte d'édition, c'est Kamen Rider, ce sera évident quoi. Et puis et puis finalement tu vois c'est rigolo parce que 25 ans plus tard voilà ça sort donc et puis vraiment c'est encore une fois alors moi je dis souvent c'est la première édition Kamen Rider en France, alors oui et non. C'est la première entre guillemets vraie édition de Kamen Rider en France parce que en fait il y a eu des VHS de la série Kamen Rider qui était passée au Club Dorothée mais qui n'était pas la vraie, qui a été transformée comme un peu les Power Rangers. Mask Rider à l'époque. C'est ça, qui était avec Ted Jan Roberts. Et c'était tiré de Black ou Black RX, non c'était Black RX je crois, et ça a été complètement transformé, donc pour moi c'était pas une vraie sortie Kamen Rider, c'est brandé Kamen Rider, voilà. Et il y a eu aussi un DVD, c'était je l'ai là, c'est le machin contre les Supermen, je sais pas quoi, et en gros c'est pareil, c'est aussi tous les passages où tu as des acteurs japonais, ça a été changé par des acteurs taïwanais parce que c'était un film qui est sorti à Taïwan, et c'est sorti en DVD chez nous, mais c'est pas du vrai Kamen Rider entre guillemets, ça vient pas de la Toei, etc. Donc, là, on est sur entre guillemets le vrai Kamen Rider, quoi. Donc, moi, je te remercie parce que c'est vrai que Kamen Rider, moi, j'ai grandi avec le Club Dorothée, donc forcément, Kamen Rider, je l'ai connu grâce à Max Rider. J'avais la figurine chez moi avec la moto et tout ça. Et mais déjà tout petit, j'étais un gros fan de tout ce qui est Toku et Super Sentai. J'étais dégoûté parce que moi, j'étais un gros fan de Jetman et Jetman, ça s'est arrêté pour mettre à la place Power Rangers. Qui était pour le coup Power Rangers encore maintenant même adulte, c'est quelque chose, les premières saisons que j'apprécie vraiment, même si pour le coup après j'ai connu la version japonaise et bon il n'y a pas photo, c'est quand même meilleur la version japonaise, donc merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est très très rare de le Toku en France, j'ai l'impression que c'est un peu inédit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le Chat qui fume qui a sorti la trilogie Majin, qui est dans une édition assez incroyable. Et j'étais vraiment content de découvrir déjà cette trilogie-là. Et j'attendais avec impatience qu'un éditeur sorte du Kamen Rider. Pourquoi ? Parce que il y a un peu plus de 10 ans, je suivais une émission qui était animée par Fabien Moreau et qui était Tokuscope.
Ah oui. Un certain Fabien Moreau. Et du coup, il parlait de l'édition Shoot Factory. Et Shoot Factory avait sorti les séries Super Sentai, donc, Oui. Bioman, Jetman, et je me disais, mais en France, ça arrive pas. Alors, en France, c'est arrivé avec IDP, je crois, qui avait sorti dans des belles éditions, hein, mais Bioman, Charivan et même Xor. Et donc, pour tout ça, moi, je te remercie parce que là, Kamen Rider, c'est incroyable parce que c'est une série qui est hyper populaire au Japon, qui est presque méconnue en France. Il y a eu à un moment donné un petit buzz parce qu'il y a Kamen Rider 0, je crois, qui est sorti sur Amazon Prime, il me semble. Ouais, Prime Video. Et donc, Prime Video. C'est Amazon. Donc, et qui a eu un petit succès. Et c'est là où on s'est dit, ah ouais, Kamen Rider, c'est vraiment top. Et donc, moi, ma question, elle est simple. Donc là, tu as une grosse partie de l'ère Showa que tu as sorti dans cette édition. Est-ce qu'il va y avoir potentiellement un complément avec d'autres films Kamen Rider de l'ère Showa? Et est-ce qu'il va y avoir, même si en vrai, c'est immense, mais est-ce qu'il va y avoir des films de l'ère SC que tu as l'intention d'éditer? Alors, ce sera peut-être sorti au moment où vous mettrez en ligne l'émission, ou alors ce sera imminent. Voilà. Mais il y a les deux Kamen Rider de Kenta Amemiya, Kamen Rider Zeto et Kamen Rider J qui arrivent. Et ça, c'est deux bombes, mais c'est hyper particulier parce que, en fait, Kamen Rider, donc, qui était à l'origine très destiné pour les enfants, et donc on le voit bien hein, dans les premiers films, la 72, 73, on est vraiment dans les enfants. Et quand on arrive à un moment, alors après Fabien il explique ça super bien dans les beaucoup de fois, mais on arrive à la fin des années 80, ce qui avait cartonné c'était plutôt les Space Sheriff, les Metal Hero, etc. Donc c'était Xor, c'était Shider, des trucs comme ça, des trucs un petit peu plus dark. Et ils sont arrivés à Kamen Rider Black, qui était quand même vachement plus sombre que ce qu'on pouvait voir avant dans Kamen Rider. Et après Kamen Rider Black, qui était un carton pour le coup, et Kamen Rider Black RX, qui était la suite directe, ils se sont dit, bon, on va aller encore plus loin, quoi. Et donc là, ils sont carrément partis dans le body horror. Franchement, il y a des trucs, on dirait Tetsuo ou le film Tetsuo de Tsukamoto. Ouais, c'est vraiment des trucs avec la génétique et la chair qui se mélange avec le métal et tout, c'est hyper barré. Et on est presque dans du Cronenberg, alors visuellement, hein, pas au niveau bien sûr. thématique, tout ça, mais visuellement, il y a un petit truc à la Vidéodrome, quoi. Et donc, c'est pas pour un public du tout enfant. Là, d'ailleurs, je pense que je mettrai un petit sticker pour public averti parce que c'est quand même assez dur. Et donc, c'est deux films de 45 minutes qui sont incroyables, qui sont restaurés, donc ça, c'est cool. Et donc, ça sort normalement septembre ou octobre. Là, c'est dans les tuyaux, j'ai les masters, j'ai tu bosses dessus, quoi. Ouais. Ah ouais. Et là, il y a en termes de bonus, il va y avoir un commentaire audio avec Paul Gossem et Fabien Moreau qui vont faire le commentaire audio des deux films. Ça va être canon parce que les deux maîtrisent tellement bien le truc. Et puis en plus, c'est deux potes, donc ça va être marrant. Ça va être en la famille, comme dirait Paul. Donc ça, ouais, j'ai hâte que ça sorte. Et là, après, je vais faire une petite pause sur. Ouais, c'est bien aussi. Alors, alors sur le Sentai Kamen Rider, je fais une petite pause. Par contre, sur le Toku, de manière générale, il y a un truc qui arrive en fin d'année, mais je peux pas trop en parler encore pour l'instant. Oui, mais on va te gâter, quoi. C'est bien. Ouais. Et puis l'année prochaine, j'essaie de voir aussi. Moi, j'aimerais bien sortir carrément des trucs, d'autres trucs de Keita. En fait, Keita Mamiya, donc c'est le gars qui a fait Garo, donc la série la série Toku, plutôt orientée aussi jeune adulte. Parce que très sombre et tout ça. Mais j'aimerais bien aller creuser un petit peu plus de ce côté-là. Et puis après, moi, pour tout vous dire, moi, je me suis renseigné aussi sur les séries Club Do, hein, parce que moi aussi, j'ai grandi. Alors, moi, c'est pareil, ça remonte. Moi, c'était Sankukai à l'époque, c'est début des années 80, quoi. Donc, et je me suis renseigné sur certains trucs comme Sankukai, comme Xor, etc. Et le problème, c'est que je sais pas comment ça se fait, mais la Toei s'en fout complètement. Et donc, en fait, il n'y a rien de restauré. Tout est en SD, et donc c'est dans la même qualité que ce qu'a fait IDP, donc ça sert à rien de les ressortir, quoi. Donc, je leur dis, mais les gars, vous
avez une mine d'or, quoi. Enfin, et puis il y en a certains qui sont pardon, qui sont cultes dans certains pays. Je sais que c'est au Brésil, je crois, que Jaspion, c'est aussi gros que Goldorak chez nous, quoi. Et voilà, il y a des trucs comme ça dans certains pays, et tu te dis, bah, il restaure ça, et puis il pourrait relancer la machine, quoi. Parce que moi, c'est ce que je disais au gars de la toile, je lui ai dit, moi, je veux bien ressortir du Bioman ou du XOR, etc., mais faut une plus-value par rapport à l'édition qui est disponible aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de plus-value, bah, je ne le sors pas. C'est pas possible. Non, ça n'a pas trop l'intérêt de faire surtout que XOR, ça continue encore. C'est-à-dire qu'il y a des films, des crossovers qui se font. Et c'était il y a peut-être en 2015-2016, peut-être, ils ont sorti le film crossover avec Charivan, XOR, qui avait été... alors, je ne sais pas si ça avait vraiment marché, mais il y avait les acteurs d'origine qui jouaient dedans. Et pour le coup, c'est fou qu'ils s'en foutent parce que c'est hyper populaire chez eux, quoi. Enfin, on le voit, l'acteur qui joue le rôle d'Ixor, Kenji Oba, je crois. Kenji Oba, ouais, c'est ça. Qui est hyper populaire et qui fait encore des caméos ou encore, voilà, quand il y a des conventions et tout ça, il est là, il est présent. Je me dis, c'est fou. Ils ont une mine d'or, c'est fou de ne pas les restaurer. Quoi. Alors après, je pense que c'est la montagne de boulot que ça représente, parce que c'est souvent des séries de 52 épisodes, des trucs comme ça. 52 épisodes fois 25 minutes, fois le nombre de séries dispo. Ouais, c'est chaud. Alors, je sais que sur le Sentai, c'est compliqué, parce qu'il y a Hasbro dans l'équation, mais Toei m'a fait comprendre... Toei m'a fait comprendre qu'on pouvait quand même discuter de certains trucs. Tout le reste... dispo, donc Metal Hero, Kamen Rider, tous ces trucs là c'est dispo. Alors là tu vois, Kamen Rider ils avaient restauré, donc là c'était l'opportunité pour y aller. Par contre si c'est du SD, malheureusement, ou alors si c'est un truc qui n'est jamais sorti chez nous, limite en SD je peux peut-être pousser le truc, quoi, mais qui est totalement inédit. Par contre un truc qui a été sorti, alors en plus IDP c'était à 10-15 balles dans les Auchan, autant dire que le public il est... Ils ont déjà arrosé partout. Donc, Oui, complètement. Carrément. On termine avec ta dernière vague, et à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement sur la précommande. Ce sera plus simple. Ce qu'on parlera, parce que ces 3 films-là sortent. Alors, ils sont sortis au moment où on parle. Enfin, au moment où. J'espère. Normalement, si tout va bien, voilà, ça sera sorti au moment où l'épisode sort. Mais donc, du coup, c'est ta vague numéro 5. Donc, on en a parlé en début d'émission avec Samurai Réincarnation, Homme, Porc et Loup et The Whale God, qui a l'air de beaucoup faire penser à un ersatz de Moby Dick, mais je ne sais pas si c'est... c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'histoire est totalement influencée par Moby Dick. Alors, ça vient d'un roman japonais influencé par Moby Dick, donc on retrouve des éléments assez proches. Et là aussi, c'est un film qui... Alors, c'est sympa parce qu'il est à la croisée des chemins entre le Jidaigeki, donc le film traditionnel en costume, et le Tokusatsu, parce que t'as la baleine géante, etc., qui est une divinité, donc qui n'est pas une baleine lambda. Et donc, on est à la croisée des chemins. Alors, comme... Je rejoins Fabien Moreau, c'est ce qu'il dit dans les bonus, et c'est pour ça que j'ai mis dans la collection classique et pas Tokusatsu, parce qu'on est quand même plus, les thématiques sont quand même plus à dominante sociale, etc., plutôt que sur les effets spéciaux ou le côté fantastique. Mais celui-là, c'est vraiment, c'est un peu comme Great Giant Project, c'est un peu le film sorti de nulle part. Alors, on en était même à un point où, quand j'ai demandé à Kadokawa si les droits étaient disponibles, ils m'ont dit, mais non, le film, il n'est pas chez nous. Et je sais, attendez, je fais une capture d'écran du film où tu vois le logo de la Dai au début et puis le copyright à la fin, Dai, quoi. Je dis, écoutez, elle dit, c'est bizarre, mais elle dit, non, moi je l'ai pas dans le catalogue, c'est pas chez nous. Et puis elle me recontacte 3 mois plus tard en me disant, en fait, je me suis renseigné, il n'est pas dans le catalogue, mais c'est bien chez nous. Donc pour dire que le film, il n'est pas très connu, quoi. Et en fait, c'est pareil, c'est un des films que j'ai vu il y a 5 ou 10 ans et je suis tombé complètement amoureux. Alors, en plus, ce qui est génial, c'est que le réalisateur Tokuzo Tanaka, c'est un réalisateur dont on n'entend jamais parler. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant de me rendre compte que, en regardant Snow Woman, en regardant The Whale God, en regardant certains Atoichi qu'il a réalisé, un film qui s'appelle The Betrayal,
En fait, putain, c'était un putain de réalisateur, quoi. Et même, tu vois, quand tu regardes le catalogue de Kadokawa, ils ont plein d'index, il est super bien fait leur catalogue. Tu as des index par réalisateur. Et donc, tu retrouves Kenji Mizumi, tu retrouves Fukasaku, tu retrouves Takashi Miike, et puis c'est indexé comme ça. Et il n'y a rien pour Tanaka, parce que pour eux, ils ne méritent pas son propre index, entre guillemets, quoi. Alors que c'est un putain de réalisateur, quoi. Et donc là, on a encore l'exemple là sur Well God, qui est un film magnifique avec la musique d'Akira Ifukube, donc qui a fait la musique, notamment le thème de Godzilla. Il y a Shindo qui était au scénario, et puis au niveau acteur, Shintaro Katsu, donc Satoichi qui joue dedans. C'est vraiment c'est une perle rare, et je suis vraiment content de le sortir, celui-là. Ouais, j'ai regardé la bande-annonce que tu as fait, parce que j'en entendais pas du tout parler. Et ça a l'air particulier, et ça a l'air perturbant, mais ça a l'air assez fou comme projet. J'ai l'impression vraiment que... Et c'est très curieux. Et c'est vrai que c'est assez atypique comme aussi de proposer ce genre de truc-là, et puis d'aller aussi creuser un peu plus dans le cinéma japonais par ce genre de titre-là. Et je pense que c'est pas tout le monde qui se risquerait à proposer ce genre de titre-là, et c'est bien, je trouve, de pouvoir justement oser des choses. Donc, et puis les gens répondent présent, c'est ça qui est cool, c'est que là, celui-là, j'y suis allé en me disant, bon... T'as vendu la moitié déjà, quasiment, là, au moment où on enregistre. Alors, t'as le stock là de l'individuel, et t'as le stock du bundle aussi. Oui, d'accord. Qu'il faut ajouter, il y a les deux. C'est en fait. Mais oui, en tout cas, les préventes sont encourageantes. Et puis, déjà, d'excellents retours. Il y a eu une critique dans Cinématiseur, là, dans le dernier, qui est super cool, qui encense le film, donc ça fait plaisir. Et puis, j'ai eu beaucoup de gens curieux. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que je sors un film directement Scanavo, que je ne fais pas une édition collector à 27,50, etc. Là, il est à 20 € celui-là, parce que voilà. Ouais, c'est chouette. Je me dis, voilà, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, moi à 27,50, j'aurais pas pris les risques. À 20 € je le fais. Ouais, là c'est bien, puis parce que des fois on se dit souvent, on arrive, des fois on est un peu des saucisses, on va se le dire. Le côté édition collector fait que tu t'y vas, quoi, parce que c'est édition collector. Mais à des moments, tu te dis, bon, et puis voilà, le fait de pouvoir le proposer à un tarif classique, c'est bien aussi, parce que ça permet d'avoir un peu de variété dans les prix de ce que tu peux proposer. Ce que je trouve aussi bien, c'est que tu fais aussi, on arrive à... Il y a une certaine... je pense que c'est réfléchi aussi, mais on peut connecter un peu les films, parce que tu as souvent les mêmes réalisateurs qui reviennent. Là, The Well God, si je dis pas de bêtises, c'est quand tu mets The Snow Woman, c'est le même Snow Woman qui est dans Les Fantômes japonais, que tu as le coffret qui est juste avant. Donc toi, ça permet un petit peu de, si les gens ont aimé le film dans le coffret, ils peuvent aussi se rabattre sur celui-ci parce que c'est le même réal. Donc ça permet de faire des connexions, et ça, je trouve que c'est cool pour le coup. Et pareil avec Fukasaku, du coup, qui est les deux autres films de cette vague-là, du coup, qui était... Alors Fukasaku, qui est un peu le oui, c'est le réalisateur emblématique pour Roboto, quoi. Ouais, c'est celui qui est un peu le plus présent, c'est clair. Mais en même ouais. temps, il a été tellement prolifique. Ah bah oui, oui. Et puis c'est pas fini. L'année prochaine, on a un paquet d'autres qui arrivent. Donc là, il y a 2 visuels pour Samurai Incarnation. Il y a un donc là, ouais, 500 gothique. et 500. Ouais. Il est beau celui-là. Ah, il est beau. Ouais. Il fait beaucoup penser à je trouve, au dernier visuel qu'on a eu là de Infernal Affair. Je sais pas si tu as vu les derniers visuels. Oui, bah, j'ai le coffret, ouais. Voilà. Moi, ça me faisait penser un peu le règne des assassins là, chez HK, là, il y avait un truc. Oui, un peu la même, exactement. la même C'est vrai. Ouais. Oui, je l'ai vu aussi ce visuel. Et puis pareil, encore une fois, on le redit, mais grosse palette d'acteurs assez culte de cette époque-là. Sonichiba, je sais pas combien de films il a tourné, mais il en a fait beaucoup quand même. On va se dire. Moi, je crois que le pire de tout, il y en a 2 qui sont vraiment. Tu as Tetsuro Tamba, qui est un acteur qu'on retrouve dans quasiment tous les films Toei, et tu as Hideo Murata, qui lui fait que des seconds rôles. Il est dans tous les films Toei. Tout ce que j'ai sorti de la Toei, il est dans tous les films, et je crois que j'ai jamais vu un film de la Toei sans lui. C'est incroyable. Il est partout. C'est vraiment dingue. Et puis du coup, Umporelu. Umporelu, c'est ça. Ouais, qui est moi, ça a été une redécouverte, le film, parce qu'il est ressorti il y a 1 an ou 2 au Royaume-Uni chez Eureka, et j'avais pas vu le film depuis longtemps. J'avais bien aimé, mais j'avais pas de c'était pas le truc qui popait quand je me disais tiens, quand j'avais commencé Roboto, il faut que je sorte de Umporelu, c'était pas. Et quand je l'ai revu, je me suis pris une grosse claque.
je vais pas être bien réveillé la première fois que je l'avais vu. Surtout quand on remet ça dans la carrière de Fukasaku. Là, on est en 64, donc ça fait 2-3 ans qu'il est vraiment réalisateur, qu'il n'est plus assistant réalisateur, mais vraiment réalisateur. Donc, on sait que ça met toujours quelques années avant de trouver un petit peu ses thématiques ou des choses comme ça. Et là, on voit déjà dès 64, donc au bout de 2-3 ans, c'est son 3e ou 4e, je crois, long métrage. Il y a des thèmes qu'on retrouvera dans toute sa carrière au fur et à mesure. Donc le rapport de la jeunesse avec en confrontation avec à la fois les adultes, mais aussi tout le système qu'il y a derrière, qui a été fondé par les adultes et sur lequel ils sont en confrontation. Il y a plein de choses comme ça sur la trahison même au sein d'une même famille, etc. C'est un thème qu'on retrouvera aussi plus tard, le côté un peu chaotique, etc. Donc bref, il y a plein de trucs qu'on retrouve plus tard et qu'on retrouve déjà là en 64, pardon, et le film il est vraiment canon et puis moi j'aime bien Ken Takakura dans des rôles de salaud. Je trouve qu'il a 90-95% de ses rôles, c'est toujours des personnes au grand cœur. Là, c'est un vrai enfoiré et ça lui va vachement bien, quoi. Et, non, vraiment super cool. Et puis là aussi, pareil, hein, au niveau des bonus, on a. Je suis en train de démontrer justement. Ouais, donc le scénariste et réalisateur Junya Sato, donc qui avait écrit avec Fukasaku le film. On a le producteur Tatsu Yoshida, elle est pas mal son interview parce que tu vois que le mec, c'est un mec qui sait pas faire et qui était même face à Fukasaku qui savait parfois tenir tête. Le biographe de Fukasaku, ouais, et puis surtout on a une interview exclusive de Kinji Fukasaku par Yves Montmaillard, qui a bien voulu qu'on utilise cette vidéo, donc encore merci à lui. Donc une interview qui n'est jamais sortie et alors voilà, c'est fait au caméscope, en mini TV, année 2000, voilà. Ouais, donc c'est fait un peu rapidement. Document d'archive, quoi. Ouais, voilà, c'était pas prévu. Il a réussi à avoir 15 minutes de son temps pour faire l'interview. Donc c'est intéressant aussi. Alors c'est très très orienté sur Battle Royale, mais c'est intéressant quand même de l'avoir, quoi. C'est toujours intéressant de voir le même parler. Ouais. Je pense que ça va être assez passionnant. Ouais. Donc il y a celui-là et puis il y a Samurai Reincarnation. Là, Samurai Reincarnation, c'est pareil. Quand je l'avais vu il y a longtemps et je l'avais revu un petit peu après. Et puis j'avais bien aimé, mais voilà, sans plus. Et en fait, plus je le vois et plus je le trouve dingue, ce film. C'est une relecture. Alors c'est sympa parce que on voyage dans le temps avec des. En fait, dans l'histoire, donc ça reprend. Un épisode qui a eu lieu au début du 19e, si je dis pas de bêtises. Donc une congrégation de catholiques qui s'était rebellée contre le shogun et qui s'est fait complètement renverser. Ils ont fini décapités, crucifiés, tous, femmes, enfants, sans exception. Et donc le chef de la révolte vend son âme au diable et revient en tant que démon et il veut se faire, en gros, une équipe des meilleurs démons possibles et imaginables. Donc il fait ressusciter donc Miyamoto Musashi et puis d'autres personnages importants dans l'histoire du Japon. Et donc on voit des personnages comme ça. Je sais plus comment il s'appelait, le lancier Shozin, je crois. Hideo Murata qui joue le personnage. Damosawa qui était un personnage aussi tragique dans l'histoire du Japon, etc. Enfin, bon, bref, il se fait son équipe, etc. Et puis il veut renverser le shogun et se venger. Et sur sa route, il y a notamment Jubei Yagyu qui est incarné par Sonny Chiba. Sonny Chiba, ouais. Ça doit donner. Et c'est n'importe quoi parce que du coup, tu vois des personnages qui sont pas du même siècle, qui se combattent. Enfin, c'est vraiment super. Très curieux de voir le rendu graphique de ce film, qui doit être complètement fou. Ah ouais, alors le début, la scène où c'est un charnier, c'est ce que tu vois en fond là de l'image, c'est super beau et toute la fin, tu as un combat entre très coloré. Ouais. Et tu as la scène, le combat de la fin, qui est un combat entre, alors on le voit dans le trailer, donc je spoil pas plus que ça, mais entre Sonny Chiba et Tamisaburo Wakayama, donc l'acteur de Baby Cart,
Ok. Ils se battent dans les flammes en fait, mais ils sont vraiment dans les flammes. C'est juste incroyable. Tu vois de toute façon qu'ils transpirent comme des porcs. Et dans les bonus, t'as Tom Mess qui en parle et qui explique que les mecs, il fallait les asperger d'eau et ça durait toute la journée quoi. Et je pensais que c'était des jeux de miroir, etc. Non, ils sont vraiment dans les flammes quoi. Et c'est vraiment incroyable. Alors, on le voit à la fin du trailer. La sécurité n'était pas les mêmes. Ouais. Ah non. Et, franchement, mais c'est hyper impressionnant. Non, c'est un chouette film, Hiroyuki Sanada qu'on retrouve. Oui, mais on voit jeune là. Ouais, jeune donc là, et là, voilà le combat dans les flammes entre. Ah oui, effectivement. Oui, ça avait l'air un peu ouais. Puis tu vois les poutres qui tombent derrière eux. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. C'est fou. Non, c'est chouette de pouvoir découvrir tout ce patrimoine japonais par le biais de ces films-là. Et non, on a vraiment beaucoup de chance. En tout cas, tu fais partie de toute cette. Tu viens rajouter ta pierre à l'édifice avec déjà tout le travail qui est fait par tes confrères, justement, qu'on trouve déjà admirable. Et tu amènes ta petite touche à toi en plus de spécialiser dans le film japonais où on manque un peu de tout ça. Ouais. Donc je trouve que c'est chouette justement de pouvoir découvrir ces films-là. Et puis on espère en tout cas. Par le biais de notre podcast, apporter un peu plus de lumière aussi sur ton travail. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin, mais voilà, on essaie de se dire, c'est toujours bien de mettre en avant. Non, et je vous remercie pour ça, c'est vraiment sympa. Non, mais c'est avec grand plaisir, carrément, ouais. Super échange en tout cas. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, là-dessus? Parce qu'on a fait le tour de ton catalogue. Sur les choses que tu peux annoncer, on en a vu une partie, déjà, qui arrive. Hein, genre, alors là, je vous avais parlé du coup du Feu de la Vengeance, donc Roaring Fire, donc film de Norifumi Suzuki, qui a réalisé des tonnes et des tonnes de films. Sex and Zen, c'était Sex and Fury, qui est un super film, qui était sorti chez HK à l'époque. Puis on a fait des dizaines de films. Donc là, super cool. Donc film d'action, donc avec Hiroyuki Sanada et puis Sonny Chiba, avec une VF pour le coup. Donc ça c'est sympa. Et alors très très what the fuck le film, et vraiment il fait très hongkongais comme film. Mais enfin voilà, il y aura le trailer qui va tomber bientôt. Vous verrez, c'est vraiment chouette. On en a parlé aussi, donc Kamen Rider Zeto et Jay, donc qui sont deux Kamen Rider entre guillemets pour adultes. Donc on est vraiment dans le monde du body horror. C'est vraiment cool. Si vous aimez Tetsuo, ce genre de truc, on est en plein dedans. Et j'ai un autre film qui va sortir. Alors celui-là, c'est un petit pari aussi. Un film qui s'appelle Crime Hunter, un film de 1989. Donc en fait, si je recontextualise un petit peu très rapidement, donc on est en 89 au Japon, et les studios prennent de plein fouet, alors non seulement la concurrence du cinéma, d'autres studios, la télévision qui était arrivée plus tôt, et ensuite les vidéoclubs qui arrivent. Dans les années 80. Et donc là, ils se disent à un moment, il faut qu'on fasse quelque chose parce que voilà, les gens ne vont plus au cinéma, ils louent des VHS, tout ça, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et donc, la Toei s'est dit en 89, alors la Toei, mais d'autres l'ont fait, mais là je me suis centré sur la Toei. La Toei dit en 89, on va faire une branche vidéo, donc la branche V cinéma, où on va faire des films. Alors là, on est dans la pure exploitation. Donc là, c'est alors c'est marrant, c'est ils appelaient ça donc le cinéma qu'on ne passe pas en qui se rendaient compte que les gens qui louaient des VHS regardaient les films en accéléré pour pouvoir regarder plein dans une soirée. Et donc ils disaient l'avant Netflix et le 1,5 c'est ça, mais complètement. parce parce qu'en fait, ça expliquait dans les bonus, c'est super intéressant, c'est que il y avait des mecs, par exemple, qui louaient les 5 combats sans code d'honneur de Fukasaku. Ils le louaient en début de soirée et ils le rendaient le lendemain. Et les mecs disaient, mais comment vous avez fait pour regarder les 5 films? Moi, je regarde en accéléré. Et en fait, il y a plein de gens qui faisaient ça, ils s'en rendaient compte. Donc, ils disaient, on va faire des films tellement poussés dans l'action, etc., qu'en fait, ils n'auront pas le temps de passer en accéléré. Et donc là, Crime Hunter, qui est le premier film de cette vague-là, ne dure qu'une heure. C'est super court. Et alors là, t'as des mecs énervé, en bonne sœur. C'est énervé, ouais. Et là, t'as des nanas déguisées en bonne sœur avec des flingues, des mecs avec des fusils à pompe, ça crie, ça explose de partout. C'est canon, c'est super généreux, c'est vraiment marrant.
Et donc, Crime Hunter était le premier film de cette vague V-Cinéma. Donc, il y a eu 250 films, je crois, dans le catalogue. Et c'est le tout premier. Et il y a eu plein de films vraiment, vraiment barrés. Et c'est une vague qui est très, très intéressante parce que c'est dans le V-Cinéma, donc avec ses petits budgets, ce côté très exploitation, etc., que certains réalisateurs ont fait leurs armes. C'est le cas notamment de Kiyoshi Kurosawa, qui était, alors lui, c'était pas côté Toei, mais c'est, je sais plus chez qui. Je crois que c'était côté Nikatsu, et donc c'était plutôt sur le côté un peu érotique, porno, etc. Donc il a fait ses armes là-bas parce que c'était plus facile d'avoir une caméra dans les mains. Takashi Miike s'est lancé là-dedans, il y en a eu plein, quoi. Hyper intéressant parce que tu vois que parmi tout ça, tu as certains réalisateurs qui commence déjà, malgré tout, alors même si on est sur un truc d'exploitation fauché, etc., à avoir des petits trucs, d'aller Deadly Outlaw Eureka, tu vois, des films comme ça qui rentrent dans ce critère-là. Et donc, c'est toute cette vague V-Cinéma, et le premier titre était Crime Hunter, donc qui va sortir normalement pour septembre. Et je vois que c'est une trilogie. Tu en auras d'autres à sortir là. Ouais. Ouais. Ah, bah, et puis très vite, hein, je crois que les deux suivants c'était en 90, quoi. Donc, d'accord. Je vois que les deux, enfin en tout cas, c'est Google qui me dit ça, que le 1 et le 2 sont sortis la même année, en 89, et que le 3 est en 90. Ah oui, c'est ça. Mais c'est fou. Eh ben c'est complètement dingue. Et alors t'as eu des trucs dans cette vague. Il y a un film qui est complètement fou, qui s'appelle Lady Battle Cop. Et en gros, c'est Lady Battle Cop. Ah bah déjà rien que le titre. Ah bah là t'es dans le top. Moi ça me donne envie, hein. Franchement là. Tu m'as vendu. Mais attends, c'est donc un faux remake de Robocop, où le personnage principal n'est pas un flic mais une joueuse de tennis. Qui va se retrouver dans une histoire de gang, etc., et qui va mourir, et qui va être, elle a un code scientifique, qui va, regardez les visuels, c'est incroyable. Et en fait, ils en font un robot flic, donc qui est l'ancienne joueuse de tennis. Et qui a évidemment, donc elle a des boucles d'oreilles sur son armure, c'est des bombes, elle peut tirer des lasers avec les talons de ses chaussures, enfin c'est complètement fou. Qu'est-ce qu'il nous reste comme temps, parce qu'on est limité à 2 heures, il nous reste 20 minutes, et ben écoute, est-ce qu'on passerait pas sur la partie 3 films préférés? Et ben carrément, on peut. Alors Alex, si tu avais 3 films d'arts martiaux où tu as une certaine affection pour ces films-là, ou vraiment tes films préférés à la limite, hein, quel film tu sortirais? C'est super dur. Et franchement, j'ai cogité tout le week-end. C'est galère. C'est très, très chaud. Alors, si vous me le permettez, je vais vous faire 2 top 3. Vas-y. Un où c'est vraiment 3 films d'arts martiaux, et c'est vraiment des films d'arts martiaux, et 3 où il y a de l'art martial dedans, mais c'est pas le sujet du film, quoi. Ok, ça ne va pas. Mais il n'y a pas de souci. Les vrais films d'arts martiaux, il était une fois en Chine 2. Ok, t'es le deuxième à le citer, ou le deuxième ou le troisième à le citer, donc c'est très bien. Ah ouais. C'était une claque, quoi. C'est vrai que quand ils sont à un moment dans les échafaudages et tout, là, c'est vraiment complètement dingue. Et puis j'adore Jet Li. J'aime beaucoup les artistes martiaux. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je trouve que Jet Li, il a un côté aérien qu'on ne trouve pas chez les autres. Il est vraiment impressionnant. Il est gracieux. Ouais. Et la douceur, c'est la main de fer dans un velours. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, moi, dans Taichi Master, je l'avais trouvé incroyable aussi. J'adore. Vraiment très, très fort. Donc, il était une fois en Chine 2. Alors, peut-être plus surprenant celui-là, parce que c'est pas forcément un qui, j'imagine, qui est cité dans les films favoris sur les arts martiaux, mais Grandmaster de Wong Kar-wai. Ok. Alors, j'adore Wong Kar-wai, déjà à la base. Je me disais... Avec Tony Leung. Ouais, et je me disais un truc d'art martial chez... Alors, il y avait eu Les Cendres du Temps qui était un petit peu là-dedans, mais... je me disais comment ça peut fonctionner, et en fait ça tue, et bizarrement c'est peut-être pas les scènes d'art martial qui sont les meilleures, on trouve mieux ailleurs entre guillemets, mais ça Tony Leung est doublé dans ce film. C'est pas lui qui fait ses propres scènes, et c'est une autre vision on va le dire pour les auditeurs, c'est une autre vision du maître de Bruce Lee, Ip Man, qu'on voit justement par Wong Kar-wai. Moi j'ai eu la chance de le trouver dans un bundle
boîtier acier, tu sais, on dit en Ouais. steelbook acier, hyper joli. Donc, Ouais. vraiment chouette. J'étais assez Ouais, content de trouver moi, j'ai eu la pas trop chance cher. de le voir au ciné quand il était sorti. Ah, Ok. Donc ça ça, doit c'était être quelque cool. chose. Ah ouais, c'était hyper impressionnant. Et puis j'aime bien ce côté, tu vois un peu l'historique, tu vois les différents arts martiaux qu'il y avait en Chine à l'époque, etc. Tu vois un peu leur historique, etc. Et dedans, tu vois l'histoire de la Chine à travers des décennies et même des personnages qui étaient des personnages influents dans les arts martiaux. Oui. Et j'ai trouvé que, alors Zhang Ziyi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne actrice, mais là je l'ai trouvée hyper touchante. Moi je trouvais que le final était magnifique. Et bref, ouais, je reviens souvent dessus et je Ok, trouve super vraiment, choix. Mais il n'a pas été cité, on te confirme. Ouais, Personne n'a bah, cité Iron Master encore. je suis pas étonné, c'est peut-être pas forcément, voilà, c'est pas Non, mais un c'est truc de chouette. Non, puriste. mais c'est chouette, hein. Ouais. Franchement. Et en troisième, j'ai mis The Raid. Ah, oui. Classique. Bah voilà quoi. Alors je sais que tout le monde n'est pas, certains le trouvent un peu surestimé. Je sais que c'était Paul Gossem qui disait que ouais. Ah ouais. Après, Ok. ouais, alors après, peut-être que lui, il connaît mieux que moi cet art martial que moi je connaissais pas du tout. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Pencak Silat. D'accord, ouais. Et du coup, cette façon de se battre, je l'avais jamais vue. Et puis, moi ça m'a fait un peu On penser ne à... l'avait jamais vu. Enfin, on l'avait vu un petit peu avec Meranto, mais en fait, Ouais. aujourd'hui, dans le côté purement mainstream et au grand public, c'est The Ouais. Raid qui a popularisé le truc, quoi. Ouais, Je veux dire, ouais. à part les quelques initiés, c'était pas connu avant. Donc, ça a Ah, et été puis une claque pour beaucoup de gens. ce côté bâtiment à étage, etc. Moi, ça très m'a jeu fait vidéo, penser, ouais. voilà, tout de suite, tu penses à Street Fighter, tu penses au jeu de la mort. Moi, le jeu de la mort, qui pour moi le plus grand regret peut-être de l'histoire du cinéma, parce que quand tu vois je sais plus, il y en a 3 des scènes qu'on peut encore voir. Moi, j'ai le coffret, Ouais, c'est ça, ouais. si on le voit là, mais j'ai le coffret Arrow là derrière, et quand tu vois ces combats, tu dis mais ça allait être un truc, mais ça allait être du film quoi. C'était la quintessence de ce que pouvait faire Bruce Lee, ouais. Là, je pense que ça aurait été le truc, quoi. Et tu dis, putain, c'est quand même con, quoi. Et puis après, voilà. Il avait fait moi, je suis pas trop fan de l'Opération Dragon, parce que c'était un film qu'il avait fait pour les Américains, où il lui a demandé de faire du Bruce Lee. Voilà, il y en a qui l'aiment beaucoup. Moi, je suis moins client. D'ailleurs, on est en train de discuter avec Jazz de quel film on traitera et de Bruce Lee, parce qu'on n'a pas encore fait Bruce Lee dans le podcast, volontairement. Ce ne sera pas celui-là, du coup. Mais c'est vrai, quand tu vois le potentiel qu'avait en tout cas le jeu de la mort, tu te dis, waouh, ça aurait été. Il avait tout compris, quoi. Ouais, il avait tout compris, ouais. Ce côté, et après, c'est des trucs que tu retrouves dans les jeux vidéo, évidemment, dans Street Fighter, etc. Mais c'est ce côté, il va affronter des mecs, tu sais qu'ils sont tous différents, mais tu sais pas qui c'est, tu sais pas leur histoire, et tu vas découvrir l'un après l'autre. Tu penses à Saint Seiya, tu vois, les 12 Chevaliers d'Or. Ouais, carrément. Ouais. C'est exactement ça, où t'attendais tous les mercredis, mais comment il va être le prochain, ça va être un truc de fou. Ouais. Et puis des fois, t'étais très déçu, et puis quand t'étais comme moi, bélier, t'étais forcément très déçu. Encore, j'étais pas poisson, j'étais pas poisson, heureusement, mais voilà, tu retombes vraiment là-dedans, quoi. Et donc voilà, mais après, j'aurais pu en mettre plein d'autres, tu vois, évidemment, la 36e chambre de Shaolin, qui, classique aussi, même si c'est un peu prévisible de mettre ça dans un top, mais voilà, il a un truc que les autres n'ont pas. Il y avait le poignard volant de Chu Yuan que j'aurais pu mettre dans le top 3 aussi, parce que j'aime bien le côté aussi un peu enquête qu'il y a dans le film, qui est intéressant. Ah bref, il y aurait pu en avoir plein d'autres, quoi. Et sur et sur le top 3, donc où il y a de l'art martial, mais c'est pas le fond du film. Très curieux, du coup. Le premier Polystory. Oui. Alors ce film, je le regarde tous les ans, et à chaque fois, je me dis, mais comment ils ont pu faire ça, quoi. Tu vois, alors déjà, le truc, quand il descend. Ils l'ont fait, quoi. Mais alors, la bagnole qui descend. C'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable. C'est fou. Tu peux pas imaginer ça aujourd'hui, quoi. C'est vraiment fou. Donc Polystory 1. Il se murmure, d'ailleurs, je rebondis rapidement là-dessus. Il se murmure qu'on aurait dans les tablettes un remaster du 1 et du 2, a priori. Ah ouais? Ah, ça serait bien ça. Parce que c'est vrai que le master, il est un peu vieillissant. C'est un upscale, en fait, tout simplement. Le Blu-ray qu'on a, en fait, c'est juste un upscale de la version DVD, donc ça apporte pas grand-chose. De toute façon, ce coffret-là, tu sais, qu'ils ont sorti, on retrouve le Polystory 1 et 2, on retrouve les Marins de mer de Chine 1 et 2, Opération Condor et Mister Dynamite. Ce sont des upscales, en fait, donc il n'y a pas de bonus, il n'y a rien, c'est assez pauvre. C'est pour ça, d'ailleurs, ça a été vite bradé, ça coûte pas très cher.
c'est toujours la meilleure version dans laquelle tu pourras voir le film parce que c'est toujours un peu mieux que le DVD. Mais on attend à la hauteur qu'a été le Police Story 3 qui est sorti chez tes collègues du Chat qui fume, d'avoir une belle édition des premiers Police Story. Mais à mon avis, a priori, c'est dans les actes parce que ces éditions-là existent chez les copains anglais, je crois, de mémoire. Donc, d'accord. Il n'y a pas de raison. De toute façon, et puis avec ce qui s'est passé côté Golden Princess, forcément, il y a des Hongkongais qui vont se dire au fait, on peut se faire des sous, nous aussi. Donc, ça va bouger, puis ça va permettre de déréguler un peu le marché de l'occasion qui est complètement débile sur ces films de ce catalogue-là, qui vont permettre de les faire baisser un peu, et puis surtout de redécouvrir ces films-là dans des vraies éditions qui sont des grands classiques du cinéma d'action. Ça, c'est clair. Donc, j'avais mis le premier Histoire de fantôme chinois. Ok, très bien. Voilà, donc alors ça, je l'avais vu à l'époque à Canal, donc j'étais tout gosse et j'avais adoré. Et puis pareil, je le revois régulièrement. Et alors je sais pas si on va peut-être me jeter des pierres, mais il me fait tellement mourir de rire. Non, bon, ça va. Et pareil, je le revois tous les ans. Là, je l'ai vu avec mon fils, donc ça, c'était cool. Et il s'est pas barré, alors que d'habitude, il se barre quand je veux lui montrer un film. C'est Shaolin Soccer. Ah oui, bon, ok. C'est bon. C'est super. C'est pas du tout honteux, ça. Ah non, mais franchement, tu pourrais peut-être mettre d'autres films plus sérieux devant, quoi. Mais non. Tu sais, quand tu vois ce qu'on peut traiter comme film dans le podcast, franchement, ça va. C'est très bien, Shaolin Soccer. Non, mais pareil, vu en salle aussi à l'époque, on était deux. La classe. Avec un pote, on était deux dans une immense salle à deux. C'était vraiment rigolo. C'était à deux en province. Ouais. Et je suis mort de rire à chaque fois. Pourtant, je sais à chaque fois les gars qu'il va y avoir, etc. Mais rien que quand ils font la chanson à deux avec tête de brique et puis qu'ils se gourent et puis ils tapent la jambe du gars, c'est génial. Non, ça marche très très bien. Moi, j'ai hâte de le redécouvrir dans sa version hongkongaise parce que j'avais découvert ça dans la version qu'on avait eue européenne, américaine pour notre marché. Et il existe une version hongkongaise, donc j'ai récupéré le DVD, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le revoir dans sa version hongkongaise. Mais voilà, je suis très curieux de voir s'il y a vraiment un montage différent, si ça change un peu le film ou pas. Mais ouais, c'est un chouette film. Ah ouais. Bon, nickel, impeccable. On a Seb qui a... Ah non, c'est bon, on a retrouvé Seb, c'est super. Oui, j'ai des petits problèmes de connexion. On t'avait perdu. Bon, écoute, c'est parfait. Moi, j'ai pris des notes sur les futures sorties déjà. Sur tes films préférés aussi, j'ai pris des notes. Donc, par exemple, Grandmaster, je ne l'ai pas vu. Et donc, pour le coup, je vais me le mettre dans ma to-do list. Merci beaucoup déjà de nous avoir accordé ce temps précieux. C'était vraiment trop cool. Moi, c'est vrai que la connaissance du film japonais, pour ma part, est assez mineure, à part tout ce qui est toku. Mais c'est vrai, le reste, film de gangster, de yakuza, je suis un peu, un peu largué. Donc, j'ai hâte de découvrir ces nouveaux films. J'ai pris des notes sur les films que potentiellement j'allais me prendre sur ton site. Donc, merci beaucoup pour comment dire, nous avoir parlé de cette culture de l'édition de DVD. Qui est vraiment assez incroyable. Seb, on se retrouve prochainement. Oui. Comme l'émission sort en septembre. Oui, très prochainement. Voilà, très prochainement, dans un nouveau Hiking dans ton film bref, et puis Hiking dans ton podcast, bien évidemment. Et on vous dit à très bientôt. Ciao! Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.